Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le témoignage de Mélissa. Un témoignage un peu particulier et un peu plus long que d'habitude, mais chaque émotion et chaque ressenti méritait d'être partagé. Mélissa m'a contactée il y a quelques mois pour me parler de son accouchement et de sa première grossesse. L'enregistrement n'avait pas pu se faire tout de suite et elle m'a recontactée il y a peu pour me parler de sa deuxième expérience d'accouchement de maternité avec une interruption médicale de grossesse. Nous allons donc aborder ces deux sujets, son premier accouchement et ensuite nous parlerons de son interruption médicale de grossesse, aussi appelée IMG, les choix qui l'accompagnent, ce qu'elle a ressenti, à quel point elle s'est sentie abandonnée, à quel point cela a été violent et douloureux pour une expérience vécue en 2024. Je dois vous avertir que dans cet épisode, nous allons parler de sang, d'hémorragie, mais aussi d'arrêt naturel de grossesse, de fausses couches. Si ce sont des sujets avec lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous invite à écouter un autre épisode. Dans tous les cas, le témoignage de Mélissa méritait d'être partagé. Alors, si vous avez envie d'entendre la suite, c'est parti! Merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie? Je m'appelle Mélissa, j'ai 31 ans et je suis maman d'une petite Victoire qui a 16 mois et d'un petit ange parti il y a un mois et demi maintenant. D'accord, super. Merci de bien vouloir partager ton expérience avec moi et avec tous ceux qui vont écouter ce contenu. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais me parler du coup, si on revient sur ta première grossesse, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Oui, parce que c'est quelque chose que j'appréhendais, que j'ai toujours appréhendé finalement. L'accouchement, c'était pas une raison suffisante pour mettre de côté mon désir de maternité. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui me tracassait un peu, l'accouchement. J'avais peur de souffrir, j'avais peur de la douleur. Donc oui, D'accord. c'est quelque chose auquel j'ai pensé bien même avant de tomber enceinte, ouais. Ouais, ça te stressait de tous les retours peut-être que tu avais eus ou de ce que tu Ouais. avais pu lire? Oui, en fait, c'est tellement aléatoire, il y a tellement d'histoires différentes. En fait, on a l'impression qu'il y a autant d'accouchements qu'il y a de femmes sur Terre, ce qui est un Ouais. peu le cas. Et donc, du coup, on ne sait jamais trop comment ça va se passer pour nous. Donc, c'est vrai qu'il y a des femmes pour qui ça se passe très bien, il y en a pour qui c'est hyper douloureux, il y en a pour qui c'est douloureux aussi sur le plan moral. Et donc, du coup, ça me faisait un petit peu peur sur cet aspect-là de ne pas savoir, entre guillemets, ce qui m'attendait, quoi, et de ne pas pouvoir le savoir avant le jour J. Ouais, c'est normal. OK. Alors du coup, comment s'est passée ta première grossesse? Est-ce que tu viens du moment où vous avez déjà lancé projet bébé? Oh oui, oui, parce que pour cette première grossesse, j'ai dû passer par un parcours de procréation médicalement assistée, parce que moi j'ai un OK, problème de fertilité, j'ai un SOPK en fait, donc un syndrome des ovaires polykystiques, qui fait que je ne peux a priori difficilement tomber enceinte naturellement. ouais, Donc du coup, je me souviens très bien de quand on a pris cette décision. En fait, c'était une décision, moi j'avais envie d'être maman depuis que j'avais 21 ans. C'était quelque chose de viscéral. J'étais ni avec la bonne personne, ni au bon moment, ni au bon endroit, entre guillemets, dans ma vie. Donc, j'ai pris le temps. Puis, quand j'ai rencontré mon conjoint, très rapidement, j'ai su que ce serait lui. J'ai laissé le temps passer parce que je voulais qu'on profite de notre vie à deux. Et puis, au bout de 2 ans de relation, j'ai mis ce souhait auprès de lui d'avoir un bébé. Donc pour lui, c'était un peu prématuré, donc on a laissé passer encore un petit peu de temps. Puis lors d'un rendez-vous, peut-être au bout de 2 ans et demi, de relation, un rendez-vous gynéco de contrôle, on a reparlé de mon problème de fertilité et elle m'a dit qu'effectivement, il faudrait probablement passer par un parcours de PMA. Et donc du coup, en rentrant de ce rendez-vous, j'ai dit à mon conjoint que, effectivement, ça prendrait peut-être un peu plus de temps que prévu ou en ouais, tout cas plus de temps que ce qu'il pensait lui.
Et donc, du coup, que s'il voulait avoir des enfants, parce que lui en voulait deux, et son souhait initial, c'était de les avoir avant 30 ans. Ok. Donc, du coup, je lui ai expliqué que si lui, il voulait ses enfants avant 30 ans, bah, fallait peut-être pas trop tarder. Ça l'a fait un petit peu cogiter. Et puis, du coup, c'est dans la foulée qu'on a commencé les démarches, prise de rendez-vous, en tout cas avec un gynéco spécialisé là-dedans. Donc, après, il a fallu attendre, faire des examens, etc. Mais c'était, ouais, au bout de 2 ans et demi de relation, ouais, qu'on a commencé à mettre ça en route. Ok. Et du coup, ça s'est bien passé ce parcours? Alors, dans l'ensemble, j'en garde pas un trauma très important, effectivement, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas duré très très longtemps nous concernant. En fait, il s'est passé 1 an et demi entre le moment des premiers traitements qui se sont passés avec ma gynéco normale. C'était juste de la stimulation ovarienne par médicament. Donc, c'était quelque chose qui s'est fait, je l'ai fait 3 mois, je crois. Et ensuite, on est passé par une gynéco spécialisée en PMA. Et là, on a refait plein d'examens. On a fait de la stimulation ovarienne avec injection, etc., etc. Et cetera. Et en fait, tout ça, ça a duré 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, je suis tombée enceinte. Mais ça m'a pas paru, sur le coup, c'était interminable, mais avec le recul, j'ai eu l'impression que ça s'était passé plutôt vite par rapport à d'autres femmes, parce que j'ai fait 3 cycles de stimulation ovarienne médicamenteuse et 2 avec injection. Ok. Oui, donc Donc, c'est relativement voilà. court. En Voilà. gros, relativement, mais oui. Ok. Exactement. Donc, entre-temps, évidemment, il y a eu tous les examens qui sont interminables. Il y a eu le passage en commission qui est interminable. Les rendez-vous, l'attente pour la prise de rendez-vous qui était interminable. Donc, sur le coup, c'était interminable. Mais avec le recul, voilà, c'était pas cata. Et on l'a vécu, alors moi, beaucoup plus difficilement que mon conjoint. Lui était bien plus pragmatique et puis plus confiant, je pense. Moi, j'avais super peur. Et puis, moi, chaque test négatif était une déchirure. Et puis on avait une gynéco qui était pas hyper bienveillante, donc on se débrouillait entre nous, mais on pouvait pas trop compter sur elle. Donc c'était pas forcément simple sur le moment, mais avec le recul, on n'a aucun regret Ouais. et voilà, tout s'est passé comme ça devait se passer, quoi. Ok. Et puis bon, la joie à la fin d'avoir un petit bout à la maison, Exactement. ça fait Ouais, tout oublier. exactement. Ok. Bon, une fois qu'elle s'était implantée, du coup, comment s'est passée ta grossesse? Est-ce que tu l'as bien vécue? Non, pleine d'angoisse. Ok. Déjà de base, je suis quelqu'un de très très anxieux. Euh, et donc là, ça a été hyper. Alors déjà, c'était très douloureux dès le début parce qu'avec la stimulation ovarienne, ça me faisait hyper mal. Donc en fait, avant même de tomber enceinte, j'avais des douleurs aux ovaires. J'ai été un petit peu surstimulée lors de la dernière stimulation parce qu'on n'arrivait pas à faire grossir mes follicules en vue d'une ovulation. Du coup, on a dû augmenter les doses progressivement avec ma gynéco, ce qui a provoqué en fait une surstimulation, pas une hyperstimulation, mais j'avais mal et en fait, c'est une douleur qui derrière a enchaîné avec des douleurs ligamentaires qui ont duré littéralement toute la grossesse et donc du coup, ça a été hyper douloureux physiquement, c'est-à-dire que je tenais pas debout quoi. Oui. Très difficilement. Quand je marchais, je faisais le tour de mon jardin et après, il fallait que je me rallonge. Je pouvais pas être allongée dans mon lit, donc j'ai dormi pendant toute ma grossesse sur un fauteuil dans mon salon semi-assise parce que je pouvais pas du tout m'allonger, c'était trop trop douloureux. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur, j'ai pris beaucoup de poids, donc du coup, c'était hyper lourd à porter. Donc, c'était pas une grossesse hyper confortable. J'ai eu super peur pendant, je pense, les 4 premiers mois de grossesse. J'avais Oui. peur en permanence de la perdre. C'était terrible. Je me disais que c'était pas possible pour moi de la perdre et de repasser ce qu'on venait de traverser. Pour moi, c'était. Donc, du coup, j'étais remplie de stress. Je sais pas combien de fois j'ai été aux urgences. J'ai peut-être été aux urgences 4 ou 5 fois en l'espace des 3, 4 premiers mois, quoi. Ouais, pour te rassurer, Ben oui, parce que ces douleurs, je me disais, c'est pas normal autour de moi, personne ne Oui. me parle de ces douleurs-là. J'ai eu l'impression que personne n'avait été dans la souffrance à ce point-là physiquement, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a eu une fois où j'ai perdu quelques gouttes de sang, sauf que je savais pas moi. On m'avait dit, s'il y a du sang, c'est les urgences. Je savais pas que quelques gouttes, c'était pas si grave. Donc du coup, moi, j'ai paniqué tout de suite. Oui. Euh, donc du coup, voilà, il y a eu plusieurs visites aux urgences parce que j'étais vraiment terrifiée. Puis j'ai fini par récupérer de la sérénité au bout de 4 mois, je pense.
Ok. Et puis après, du coup, je l'ai bien vécu psychologiquement. Après, c'était physiquement, c'était douloureux. Mais psychologiquement, après, c'était que du bonheur, en fait, à partir du moment où je l'ai senti, quoi. Oui, ça commence à rendre concrètes les choses et du coup, tu sais qu'il y a quelqu'un vraiment à l'intérieur, quoi. C'est ça. Et puis, on n'a plus besoin d'aller faire contrôler pour savoir qu'elle va bien, entre guillemets. Mm. Parce que les petits coups nous donnent des réponses sans qu'on ait besoin d'aller contrôler, quoi. Avant ça, en fait, on sent rien. Donc, Oui, oui, on ne sait pas si le cœur bat toujours ou pas. exactement. Donc, voilà. Non, c'est sûr. Ok. Et du coup, sur le plan physique, elle grandissait bien, tout était dans les normes, il n'y avait pas de problème. Non, aucun problème. C'est une grossesse qui, hormis de mon côté, pour elle, ça s'est très très bien passé. Euh, une évolution totalement normale, aucune inquiétude. Elle s'est positionnée très rapidement la tête vers le bas, donc il n'y avait aucune inquiétude non plus sur la sortie, si je puis dire. Enfin, non, non, franchement, tout s'est très bien passé sur le plan santé, aucune inquiétude de son côté. Ok. Et toi, du coup, est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement, toi, à qui ça faisait Ouais. peur, du coup? Ouais, ouais, j'ai suivi des cours de prépa à l'accouchement avec une sage-femme en libéral qui me suivait, qui m'a suivi jusqu'à mes 7 mois de grossesse. Du coup, après, on a enchaîné sur les cours de prépa à l'accouchement. Et puis moi, vu que j'avais envie d'être maman depuis hyper longtemps, j'avais aussi écouté plein de récits sur le sujet. Sur les réseaux, j'étais moi déjà de base hyper renseignée. Et puis j'ai Oui. ajouté à ça, ouais, des cours de prépa avec ma sage-femme. Ok. Et du coup, tu les as trouvés rassurants, utiles, tu as apprécié? Alors j'ai apprécié, oui. En plus de ça, ma meilleure amie était enceinte en même temps que moi, de 2 mois de plus. Et en fait, on s'est débrouillé pour faire nos cours de prépa à l'accouchement en même temps. Moi, je les ai fait un Ok. petit peu plus tôt. Donc du coup, en fait, on était avec nos conjoints respectifs et nous-mêmes pendant ces cours. Donc c'était franchement plutôt cool. Et puis on a appris plein de trucs, mais en fait, on a appris plus de choses sur l'après, sur comment gérer les premiers moments avec bébé. Moi, sur la partie accouchement, malheureusement, aussi j'ai appris sur le principe des poussées, ça j'ai appris des choses, mais sinon c'était plutôt sur l'arrivée du bébé pour le coup. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé sur l'accouchement, c'est les bandes dessinées de Lucille Gomez. D'accord. Euh, c'est des bandes dessinées qui sont super bien faites, très, très bien instruites et super captivante surtout. Enfin, moi, je les ai mangés. J'ai mangé les 3 tomes en 3, 4 jours. Et franchement, ça m'a appris énormément de choses et ça m'a donné énormément confiance en mon corps pour l'accouchement. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais des envies, toi, pour ton accouchement? Est-ce que tu avais fait un projet ou du moins tu avais des idées de ce que tu voulais ou tu voulais pas? Alors, j'avais fait un projet de naissance, ouais. J'avais fait un projet de naissance qui était surtout basé sur mon anxiété. Euh, Ok. C'est-à-dire qu'il était très important pour moi qu'on respecte le fait que j'étais très anxieuse et qu'on fasse en sorte de ne pas me donner des raisons de paniquer. Finalement, le Ok. jour J, je me suis rendu compte que, il n'y avait pas d'anxiété. C'était plutôt atténué par l'endorphine, je pense, ou l'ocytocine. Mais en tout cas, j'avais fait un projet sur lequel, par exemple, je demandais à ne jamais, sous aucun prétexte, être laissée toute seule. Je sais pas, par exemple, je savais que le conjoint pouvait sortir pour la péridurale. Moi, j'étais OK pour qu'il sorte si c'était obligatoire, mais par contre, il fallait pas me laisser toute seule, quoi. Donc la sage-femme elle était hyper à l'écoute et elle est restée auprès de moi à chaque fois qu'il fallait que mon conjoint sorte. Et puis, je tenais à vraiment qu'on respecte la proximité avec mon bébé, quoi. Je voulais qu'on me l'enlève sous aucun prétexte à la naissance, sauf si évidemment il était en détresse. Et Oui. sinon, je voulais voilà, qu'on me permette de l'avoir dans mes bras le plus rapidement possible, le plus longtemps possible, qu'on fasse du pot à pot. J'avais demandé à ce qu'on fasse un silence obligatoire dans la salle au moment de la sortie parce que je voulais l'entendre euh, et je voulais pas que ce soit pollué par les bruits des autres. Euh, voilà un petit peu ouais, ce sur quoi c'était basé. C'était surtout et puis j'avais demandé de mémoire, j'avais demandé donc la péridurale et puis j'avais demandé à ce qu'on me la pose dès que moi j'en ressentais le besoin. Donc je savais pas trop comment j'allais gérer ça. Je savais pas si j'allais la vouloir tôt
ou tard. Je Ouais. savais que je la voudrais dans tous les cas. Je voulais pas quelque chose, je voulais pas de souffrance, mais je savais pas du tout comment j'allais tolérer la douleur. Donc du coup, il y avait cette partie-là sur mon projet. Et après, voilà, c'était surtout sur la proximité avec mon bébé, quoi. OK. D'accord, très bien. Alors, bah, du coup, on va passer, au jour J. Est-ce que tu te souviens du moment où tout s'est lancé, où tu as compris, su que tu allais rencontrer bientôt ton bébé? Ouais. Ouais, je me souviens comme si c'était hier. En fait, j'ai eu un rendez-vous avec un ostéopathe qui est hyper réputé ici en Touraine pour faire la préparation du bassin. OK. Et donc, du coup, ma meilleure amie était passée dans ses mains. À l'oral, ça n'avait rien déclenché du tout, hein, mais en tout cas, elle n'avait dit que du bien. J'en avais entendu que du bien de ce monsieur, donc j'y étais allée. J'y suis allée un mercredi. Et quand j'y suis allée, je lui ai partagé mes inquiétudes. Je lui ai dit, écoutez, j'ai quand même peur que ça déclenche. Et il m'a dit, non, mais attendez, je suis pas magicien non plus. Non, non, on prépare le bassin. Comme ça, le jour J, votre bassin est plus disposé à faire passer le bébé. Mais j'ai aucune vocation à déclencher aucun travail. Donc, il m'a hyper rassurée là-dessus, etc. Donc, on a fait ce travail. Et en sortant, j'étais rincée, vraiment épuisée. Je suis rentrée chez moi. C'est ma mère qui m'avait accompagnée ce jour-là. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait une sieste de 2 heures et demie, ce qui n'était pas arrivé depuis 9 mois, depuis 8 mois Mmh. du coup. Et là, je me suis dit en me réveillant, j'ai eu un sommeil tellement profond, alors que ça n'arrivait pas parce que j'avais tellement mal toute ma grossesse que j'avais Ouais. pas de sommeil profond. Là, j'ai dit ok. Là, j'ai dit je crois qu'il se passe quelque chose. J'ai eu effectivement des contractions à la sortie de ma sieste. Ouais. Je suis allée à la maternité. À la maternité, on m'a dit ouverte à 1, c'est pas encore le moment, franchement, vraiment pas. Les contractions sont pas du tout suffisamment fortes, pas suffisamment rapprochées. Rentrez chez vous, prenez du Doliprane, laissez, reposez-vous un peu, voilà, ça va passer. Il s'est passé donc 48 heures comme ça où j'ai eu des contractions en continu à 10-15 minutes d'intervalle, pas très douloureuses, voilà, supportable. Et puis du coup, le vendredi matin, je me suis réveillée, donc ça c'était le mercredi soir où j'ai fini aux urgences. J'ai passé ma journée du jeudi, le jeudi soir, et le vendredi, 4 heures du matin, là ça s'est intensifié. Euh, Ouais. et donc du coup là je me suis retrouvée, en fait, vu que j'avais lu ces BD qui m'ont appris énormément de choses, je me suis sentie me mettre dans ma bulle. Plus rien OK. n'existait trop, je faisais mes trucs et puis je sentais aussi que j'avais de moins en moins d'anxiété. Enfin, de moins en moins de stress à ce moment-là, c'était pas trop de l'anxiété, c'était plutôt du stress parce que je savais que ça allait arriver à un moment donné. Et là, je sentais que je me calmais vachement, j'étais dans ma bulle. Et à 7 heures du matin, j'ai fini par prendre une douche et j'étais en telle souffrance à ce moment-là de ma grossesse que j'avais mis un banc dans ma douche pour pouvoir prendre ma douche assise parce que debout, ça me faisait trop mal. Et je me souviens que OK. mon conjoint, à un moment donné, s'est levé parce que j'avais passé un sacré bout de temps dans le bain, enfin dans la douche. Et du coup, il commençait un peu à s'inquiéter, donc il est venu me voir et moi, j'étais une loque assise sur ma chaise, à juste laisser couler l'eau chaude sur moi et j'étais juste super bien. Et lui, il était censé partir au travail et je lui ai dit, écoute, parce que j'habite assez loin, j'habite à une demi-heure, lui il travaille à 40 minutes. Donc du coup, je me suis dit, s'il faut qu'il vienne me chercher, qu'on retourne à la maternité, j'avais un Ça peu va peur faire long. du temps qui allait passer. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, tu vas me déposer chez ma mère, c'est plus proche. Et puis, il y a mon petit frère qui est là. Donc, au moins, je suis pas toute seule pour passer la journée s'il se passe quelque chose. Et donc, du coup, on part en voiture. Et dans la voiture, les contractions vraiment s'intensifient. On a une demi-heure de route. Et puis, arrivé devant le portail de chez ma mère, je lui dis non. Je lui dis là, je le sens, je peux pas rester là, il faut qu'on aille contrôler à la maternité. Et arrivé sur le parking de la maternité, j'ai fondu en larmes parce que je savais que c'était maintenant là. Je savais que OK. voilà, je l'ai su. Et je lui ai dit, je veux pas repartir, je veux que ça s'arrête, je veux la rencontrer, je veux la voir. C'était pas du tout un ras-le-bol de la grossesse pour le coup. C'était vraiment que j'étais trop pressée quoi, et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et bah, effectivement, je suis arrivée, j'étais ouverte à 2 et puis surtout, j'avais des contractions rapprochées suffisamment fortes et la sage-femme m'a dit: «Vous restez là, quoi». OK. Donc là, tu étais rassurée quand même de te dire, «Ça y est, Ouais. c'est le moment». Quand je lui ai dit: «Donc là, je rentre pas chez moi», elle m'a dit: «Ah non, 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 là, c'est lancé». J'ai refondu en larmes, mais de joie. J'étais tellement contente de me dire, encore une fois, non pas que ça allait s'arrêter, juste de me dire que j'allais enfin la rencontrer, quoi. Oui, oui. Et
j'étais prête. Et surtout après un parcours PMA, en général, c'est vraiment, l'attente est très longue, quoi. Ouais, et puis j'avais été hospitalisée 2 fois une semaine entre 32 et la dernière s'est terminée à 36 semaines. 2 fois une semaine pour menace d'accouchement prématuré. OK, quand même. Donc du coup, après, j'avais été non pas alitée, mais mise au repos, donc du coup de 33 semaines à 37, mise au repos total. Donc c'est vrai que ça avait été long. Donc là, j'étais contente de me dire que déjà, elle était en sécurité, moi aussi. Et puis voilà, on allait pouvoir enfin se rencontrer Oui, dans de bonnes conditions, quoi. OK. Et du coup, là, tu ressens pas vraiment de stress au final, toi qui te sentais très angoissée sur l'accouchement, ça allait, en fait? Et ben en fait, ouais, j'étais rentrée dans ma bulle. Du coup, mon conjoint, à la base, il allait au boulot. Et du coup, quand on a compris qu'en fait, on restait à la maternité, tout s'est un peu chamboulé parce qu'on n'avait rien emmené. Je ne sais OK. même plus si on avait la valise dans la voiture de prévu. Je sais qu'elle était prête, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on l'avait mise dans la voiture? Je suis même pas sûre. Et donc, du coup, là, on s'est retrouvés à se dire, OK, bah, du coup, je reste là. Lui, il est en tenue de travail. Donc, il prévient qu'il viendra pas. Bon, tout le monde, on travaille au même endroit en plus, donc tout le monde savait que j'étais enceinte, et donc pas de souci. Mais par contre, nous, on a des animaux. On avait à l'époque 3 chats et 2 chiens. Donc, fallait gérer tout ça, les emmener. En plus, un chien d'un côté, l'autre de l'autre, parce qu'on les fait pas garder au même endroit. Enfin bref, il y avait quelques petits trucs logistiques à gérer. Et du coup, bah, il était peut-être 9 heures le matin. Je lui dis, bah, écoute, va gérer les animaux, va chercher les affaires. De toute façon, là, je vais pas accoucher dans l'heure. Alors que avant le jour J, je savais tellement pas comment ça allait se passer que je me disais, ça se trouve, en 2 heures, c'est plié. En fait, le jour Ouais. J, je me suis rendu compte que pas du tout. Enfin, en tout cas, pas pour un premier ou rarement. Donc là, en fait, moi qui voulais plus du tout rester toute seule, je lui ai dit, bah, va faire les trucs. Donc, je savais qu'il en avait pour au moins 2 heures, facile, le temps de faire tout ça. Je lui ai dit, va gérer les animaux, va chercher les valises, puis tu reviens, tranquille, tout va bien. Donc, du coup, non, j'avais plus d'angoisse, j'avais plus de stress. J'étais juste dans mon truc, quoi. Ouais, tu te faisais confiance. Ouais, j'avais assez confiance, ouais. Puis j'étais au bon endroit. Moi, je suis quelqu'un qui est assez rassuré vu que je suis anxieuse. Je suis assez rassurée par le milieu médical. Et du coup, autant il y a des femmes, je sais, qui veulent rester chez elles, dans leur cocon, dans leur environnement. Autant moi, j'étais hyper rassurée d'être à la maternité. Ouais. Je savais que j'étais au bon endroit. Si j'avais besoin, je pouvais appeler. Donc non, non, j'étais hyper sereine, en fait. OK. Et comment ont évolué les choses, du coup? Et ben du coup, mon conjoint est revenu, je crois, donc il est parti du coup vers 9 heures de la maternité et il a dû revenir vers 13 heures, je crois, quelque chose comme ça. Et entre-temps, moi, je suis restée dans la salle de pré-travail. Au départ, j'arrivais à rester assise, donc voilà. J'avais mon téléphone, j'avais pas grand-chose du coup parce que j'avais rien emmené. J'avais mon téléphone, j'ai appelé une amie, ma meilleure amie du coup, qui elle avait accouché un mois jour pour jour auparavant en plus, pour lui dire que ça y est, c'était mon tour. J'ai appelé ma mère, voilà, je laissais les choses se faire naturellement. Au bout d'un moment, c'est devenu vraiment douloureux, donc je tenais plus assise, j'étais debout, je naviguais dans toute la pièce, je tournais en rond. Je suis allée prendre une douche, me mettre de l'eau chaude, puis surtout, j'ai essayé de gérer les contractions. Ouais. J'ai eu un contrôle de la sage-femme. Je suis vite montée à 3 doigts et puis après ça a stagné un petit peu, donc j'ai continué. Elle m'a proposé la péridurale à ce moment-là, elle m'a dit à partir de maintenant on peut la poser quand vous voulez. Et moi je voulais, en fait elle m'a aussi dit, et je le savais des cours de prépa pour le coup, elle m'a dit par contre si on me pose la péridurale ça peut ralentir un peu. Donc moi, je ne voulais Ouais. pas ralentir le travail, c'était encore supportable, j'arrivais à gérer. Et donc du coup, j'ai continué à gérer, etc. Puis au bout d'un moment, elle m'a fait un contrôle et elle a eu un doute sur comme s'il y avait une veine qui passait au milieu de mon col, sur OK. la poche des os. Sauf que du coup, cette veine-là, je sais plus ce que c'était, mais en gros, elle m'a dit, le problème, c'est que ça peut être un peu dangereux pour la sortie du bébé. Donc du coup, là, elle m'a envoyée en salle d'accouchement pour que la gynéco vienne contrôler. C'est horrible, hein, les contrôles du col, ça, par contre, Mmh. c'était terrible. Mais en fait, sur le coup, on sait tellement que c'est pour notre santé et celle du bébé qu'on les tolère, c'est tout.
toucher là. Et donc, du coup, moi, j'ai fini en salle d'accouchement. Mon conjoint est arrivé dans la foulée juste avant que la gynéco arrive. Et puis, du coup, la gynéco a contrôlé et m'a dit que non, non, c'était juste la poche des os, vu que j'avais eu un hématome en tout début de grossesse qui s'était consolidé en faisant une double épaisseur. Donc, rien D'accord. d'inquiétant. Et donc, du coup, à partir de là, j'étais en salle d'accouchement. Donc, on a attendu que le travail continue. Et puis, du coup, à 15 heures, j'étais à 5 doigts. Et là, par contre, j'ai demandé la péridurale. J'en pouvais plus. Et comment ça a évolué? Du coup, à partir de là, mon conjoint était avec moi à partir de tout ça. Et là, par contre, j'avais besoin qu'il soit là. Je voulais plus qu'il me quitte parce que je sentais que ça avançait. Par contre, je voulais pas qu'il me touche. Je voulais pas qu'il me parle. Pareil, je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin de se faire masser, de se faire câliner, etc. Moi, j'avais besoin de gérer ma douleur toute seule. Donc, il était dans son coin. Il me parlait, il me soutenait de loin, mais moi, je voulais pas qu'il me touche, je voulais pas. Donc, il essayait de me faire un peu d'humour, ce qui fonctionnait, hein, ça me faisait rire. Mais voilà, j'avais pas besoin de plus. Et donc, du coup, voilà, à 15 heures, j'ai eu la péridurale. Ça m'a fait du bien pendant 2 heures, je me suis reposée. Et puis, parce que ça faisait du coup 48 heures que j'avais des contractions, donc en vrai, j'étais Oui, quand même hyper fatiguée. Donc là, je me suis reposée pendant 2 heures, et puis en fait, au bout de 2 heures, vers 17 heures, la péridurale s'est réveillée d'un côté. ok. Donc du coup, sur tout mon côté gauche, je sentais tout. Je sentais toutes les contractions, j'avais super mal. Je sentais que ça me poussait très fort au niveau des fesses. Et donc du coup, là, plus possible de me reposer ou quoi que ce soit. Et puis, mais en même temps, plus possible non plus de me mettre debout. Alors que les contractions, elles étaient beaucoup dans le dos. J'aurais été trop bien debout, mais moi, ma jambe droite, elle était plus là par contre. Ouais. Donc malheureusement, j'avais pas le choix que de rester allongée. On a essayé de repasser une dose de péridurale et en me mettant sur le côté pour voir si elle arrivait à basculer, mais ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu une petite inquiétude parce que justement, il était 17 heures. J'étais toujours à 5-6 et ma gynéco à moi était dispo jusqu'à 19h, 19h30. Après, ben, elle n'était pas de garde. Ouais. Et je voulais absolument que ce soit elle qui m'accouche. En tout cas, celle qui était de garde, je voulais pas que ce soit elle. Je la connaissais et j'avais pas du tout envie que ce soit cette gynéco-là. Et donc, du coup, là, quand la sage-femme me dit, bah, après 19h30, ce sera Madame X, euh, elle a vu sur mon visage mon inquiétude et elle a vu que ça m'aidait pas du tout. Et elle m'a dit, est-ce que vous voulez que je vous aide? Et je lui ai dit, bah, comment? Et elle m'a dit, avec de l'ocytocine, on essaye d'accélérer un petit peu. Ça peut vous aider, etc. Et moi, je voulais absolument que ce soit ma gynéco, donc je lui ai dit oui. Du coup, on a mis de l'ocytocine. Et puis bah, là, ça a été super vite, parce qu'il était donc 17 heures, je crois. Et ma fille est sortie à 19h04. Ok. Donc ça a bien accéléré les choses, du coup, entre ouais, 17 et 19, quoi. Et au niveau des douleurs, du coup, vu que tu avais un côté qui marchait, enfin qui fonctionnait plus, est-ce que tu as réussi à gérer du coup? Ouf. Oui, parce que pas le choix. Ouais. De toute façon, en fait, on en arrive là, hein, c'est que pas le choix. J'ai quand même, par exemple, quand on a remis une dose de péridurale, moi, ça m'a tourné la tête, j'en ai vomi. Et je sais pas si c'était la péridurale ou la douleur, mais effectivement, j'en ai vomi de douleur. Mais encore une fois, même sur le coup, hein, je hurlais pas de douleur. C'est un truc, je crois qu'on a tellement d'hormones positives dans le corps à ce moment-là Mm. que ça aide vachement à tolérer et supporter la douleur. Et là où j'ai le plus, moi, de souvenirs, c'est plutôt que j'avais plus de force dans le corps. Et Ouais. j'ai eu beaucoup de mal à pousser. Mais la douleur en elle-même, même si je me souviens qu'elle était super forte, je me souviens quand j'ai senti que ça poussait vraiment, dire à mon conjoint, faut que tu les appelles, faut que tu les appelles, ça y est, là, c'est là et tout. Parce que je tenais plus, je me tournais dans tous les sens, tant bien que mal, parce que j'avais les jambes totalement molles. Donc j'essayais, je me bougeais, j'avais besoin de me lever et c'était pas possible. Donc c'était hyper compliqué, mais c'est une douleur qu'on oublie instantanément. Alors que ce truc d'impuissance de pas réussir à pousser tellement j'étais épuisée, ça a mis plus de temps à partir. Ouais.
Ouais. Parce qu'au moment où ma gynéco est venue et qu'elle m'a dit, OK, on va pouvoir y aller, on va pousser, je n'arrivais pas à pousser. J'avais plus de force. C'était terrible. Et ça, par contre, j'ai eu du mal à l'encaisser. Du coup, elle m'a dit à un moment donné qu'il allait falloir m'aider avec les ventouses parce que le cœur du bébé s'accélérait. Forcément, elle m'a expliqué, hein, au bout de, ça fait 48 heures qu'il y a des contractions, là, il faut qu'elle sorte à un moment donné. Et du coup, Ouais. comme j'arrive pas à pousser, j'arrive pas à l'accompagner, bah oui, son cœur fatigue un petit peu. Même s'il y avait absolument, elle m'a dit qu'il y avait rien pour l'instant d'alarmant, mais bon, voilà, il fallait qu'elle sorte quand même. Du coup, elle m'a proposé les ventouses, donc j'ai accepté. Mais c'était. Et cette sensation, quand elle est venue la chercher avec les ventouses, et du coup, je l'ai senti passer, là, ce cercle du feu, là, ça, c'est un truc. Alors, déjà, qu'on oublie instantanément, et en même temps, c'est un truc qui est dingue à la fois de douleur, et en même temps, c'est une sensation qui est folle de sentir ce bébé Ouais. qui passe là. Parce que du coup, je le sentais, bon, que d'un côté, mais j'ai senti quand même mon bébé passer. Ça, c'est incroyable. À la fois, c'est un truc où on a l'impression qu'il y a tout qui s'arrache, et en même temps, on le sent pas. C'est très bizarre. Enfin, moi, en tout cas, c'est Ouais. comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Ouais, tu à la fois l'euphorie et la douleur Hyper qui se bizarre. mêlent et du coup, Ouais, très, très ambivalent. OK. Et alors comment tu as réagi en voyant, ta fille q pour la première fois? Tu as réussi à avoir, le premier contact, le silence, tout comme tu voulais? Ouais, tout. Et puis, en plus, j'étais hyper touchée parce que déjà, toute la journée, la sage-femme qui m'a accompagnée a été mais incroyable parce qu'elle a tout, tout, tout respecté de ce que je lui avais demandé. Je lui avais demandé de tout me dire. Je lui avais dit, je suis quelqu'un de très anxieux et donc, du coup, je veux pas de cachotterie, sinon ça me stresse encore plus. Euh, je- Si vous me faites un contrôle et que vous sentez quelque chose, dites-moi. Je préfère que vous me disiez, pas de me le cacher ou pas de me dire, je vais vérifier, je reviens. Je lui dis vraiment, je préfère que vous me disiez tout. Ça me calme, moi, mes angoisses de savoir plutôt que d'être dans les Mmh. pensées. Donc, elle a été incroyable toute la journée. Et avec ma sage-femme, lorsque on a procédé à la poussée, du coup, quand la tête du bébé est sortie, quand elle l'a aidé avec les ventouses, je les ai entendues toutes les deux dire chut, chut. Et du coup, il n'y a eu plus un bruit. Et ma gynéco m'a juste pris les mains pour que j'aille la chercher. Et donc, du coup, je l'ai ramenée contre moi. OK. Donc, oui, il y a eu le silence que j'ai voulu. Sur le coup, je me suis pas posé la question, est-ce que je l'entends ou pas, parce que je l'avais contre moi. Du coup, il s'est passé 1 minute 30 avant qu'elle pleure. Mais ça m'a pas inquiétée outre mesure à ce moment-là. Et donc, du coup, je l'ai eu sur moi et j'ai eu ce coup de foudre. Ce truc où, malgré tout, pendant la grossesse, je me suis posé cette question. Je me Mmh. suis dit, on parle de ce coup de foudre quand le bébé naît, etc. Est-ce que moi, je vais l'avoir? Et oui, instantanément. Ouais. OK et comment tu allais toi du coup, au niveau physique? Est-ce que tu as eu une épisiotomie? Est-ce que c'est la suite s'est bien J'ai passée? eu une déchirure. OK. J'ai eu 3 points en externe, donc ce qui, a priori, alors j'y connais rien, mais a priori, c'est pas énorme. Et pourtant, j'ai mis du temps à m'en remettre. Euh, Ouais. ça m'a fait très très mal pendant un long moment. J'ai même fait des séances avec une sage-femme un traitement que tu fais chez des sages-femmes ou parfois chez des kinés pour améliorer la cicatrisation. OK. En tout cas, j'ai fait ça moi avec une sage-femme autre que la mienne parce que bah, j'avais très très mal et elle m'a aidé à la cicatrisation. Aujourd'hui, tu vois, ça fait 16 mois et c'est pas totalement cicatrisé, hein. Ouais, OK. Donc il y a eu ça. Et puis après, j'avais les organes qui me semblaient comme s'ils étaient très très bas. Et du coup, j'avais en plus une sensation de pesanteur. Ça qui a été hyper accompagné par la rééducation du périnée que j'ai faite avec ma sage-femme. Donc ça, c'est vite rentré dans l'ordre. Mais cette cicatrice a été très très longue à aller mieux. Donc, même aujourd'hui, tu vois, c'est pas totalement. Je Pas sais pas si établi un jour ça complètement. le sera d'ailleurs. Si ça Ouais. sera un jour rétabli. Euh, et après, juste à la sortie du bébé, j'ai eu une grosse chute de tension. Du coup, et puis j'avais de la fièvre. Et en fait, on s'est rendu compte que donc ma fille avait de la fièvre aussi. Du coup, D'accord. on a considéré qu'il y avait une infection materno-fétale. Donc du coup, en fait, c'est moi qui ai eu une infection que j'ai transmise à ma fille avant sa naissance.
Du coup, Ok. moi, donc elle, à la sortie, elle avait de la fièvre. Et moi, quand elle est sortie, j'ai eu de la fièvre aussi. Et du coup, j'avais une sensation de chaleur. C'était terrible, je me sentais pas bien. Donc, je l'ai gardée quelques minutes sur moi, le temps qu'on me recouse. Voilà, il s'est passé quelques temps. Puis très vite, j'ai fait une chute de tension. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on la donne au papa. Donc, c'est papa qui l'a pris le temps que moi, je reprenne un peu mes esprits, que ma tension remonte. On m'a monté les pattes, baissé la tête. Et puis voilà, ensuite on m'a fait les manipulations très sympathiques de l'accouchement en appuyant très fort sur le ventre là pour qu'il y ait tout le reste qui sorte. Ok. Ça, j'ai cru que j'allais tuer quelqu'un. Tellement c'était très douloureux d'appuyer si fort sur le ventre. Alors on me disait que c'était pour mon bien, hein, mais je trouvais ça affreux. J'ai presque plus mal à ce moment-là que pendant l'accouchement en lui-même, donc c'était terrible. Ok. Et puis du coup, bah, après on a attendu 2 heures et puis on a pu remonter en chambre et voilà, après donc la suite a continué, quoi. Ouais, la nouvelle vie à 3 s'est mise en Ouais. place. OK, et est-ce que du fait, quand tu es compressé le ventre justement, est-ce que tu as eu beaucoup de tranchées, ces contractions après l'accouchement ou est-ce que tu en as pas eu tant que ça? J'en ai pas eu tant que ça. J'en ai pas eu tant que ça et elles étaient pas très douloureuses. C'est-à-dire que moi, j'ai des règles de base qui sont pas très douloureuses. Ça l'était un peu plus pendant 48 heures de mémoire. Ouais. Mais c'était, si j'en avais une par heure qui durait 1 minute, c'était le maximum. Et c'était voilà, un peu plus douloureux que mes règles, mais c'était vraiment pas très handicapant. Insupportable. Non. OK. OK, d'accord, et du coup, bon, la nouvelle vie à 3 c'est bien mise en place et Ouais. tout a été, beaucoup mieux. Oui, oui, puis après ça a été hyper naturel en fait. Ouais. Moi, je suis devenue une mère louve, personne n'avait le droit de toucher à mon bébé. euh, voilà, c'était. Et en plus, du coup, ma fille a été mise sous antibiotiques pendant les 6 jours d'hospitalisation. On a dû rester 6 jours du coup parce qu'elle était donc avec cette infection, donc il fallait lui mettre des antibiotiques. D'accord. Donc elle a été perfusée. Pour moi, c'était une torture. Enfin bref. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est quand même super bien passé à la maternité. Juste, je suis devenue cette mère louve que je savais que j'allais devenir. Et voilà, je l'ai constaté dès sa sortie, quoi. Dès sa sortie, il fallait plus personne la touche. Fallait que personne me l'enlève. Encore heureux, mais... et puis, il y a eu plein de choses qui étaient hyper instinctives. Ouais, ça s'est mis en place, tout seul. Ouais, OK. Donc bon, si on avance un petit peu dans le temps, du coup, 2e grossesse il y a eu. oui. Comment ça s'est passé déjà le projet? Est-ce que c'était un nouveau parcours PMA qui s'est mis en place? Non, du tout. Du tout. En fait, donc à la naissance de ma fille, on a refait les examens avec ma gynéco parce qu'elle m'a posé la question de est-ce que je remets une contraception ou non. Du coup, on a refait les examens parce que avec mon conjoint, la décision qu'on avait prise, c'était si la grossesse a changé quelque chose dans mon infertilité, parce que c'est fort possible, dans ce cas-là, on remettra une contraception pour pouvoir décider de quand est-ce qu'il y a un deuxième bébé. En revanche, si rien n'a changé, je vais pas remettre une contraception alors que de toute façon, j'ai très peu de chances de tomber enceinte naturellement. Ouais. OK. Et puis, quand on en a discuté avec ma gynéco, on est resté là-dessus en sachant pertinemment que si par miracle il y avait une grossesse, ce serait un bébé qui serait le bienvenu. OK. Donc voilà, sauf qu'on a refait les examens, rien n'avait changé et même ma gynéco m'a un peu sous-entendu que c'était presque pire. Enfin, c'était comme ça qu'on l'a compris avec mon conjoint. Et en fait, avant d'avoir ma fille, j'ai eu beaucoup de faux espoirs, beaucoup de tests de grossesse alors qu'il n'y avait pas de raison, beaucoup de symptômes que Ouais. je m'étais créés. Et du coup, c'était hyper douloureux. Et je crois qu'à ce moment-là, du coup, quand on a refait ces examens et qu'elle nous a dit ça, j'ai réussi à conditionner mon cerveau en me disant, OK, il n'y aura pas de deuxième grossesse naturelle. Il n'y aura pas, ça n'existera pas. Et on passera par un parcours de PMA à nouveau. Et c'était OK dans ma tête. Ouais. Et puis en plus de ça, l'arrivée d'un enfant chamboule tellement de choses que en soi, on n'était pas disposé à mettre un deuxième bébé en route tout de suite. On n'avait pas recommencé la PMA, etc. Parce que un bébé, quand il arrive, enfin, nous,
de la façon dont on a voulu lui apporter ce qu'on lui a apporté. Ça demande tellement de temps, d'énergie, bref, de plein de choses que on voulait le faire de la même façon pour un deuxième, et du coup, on n'y était pas disposé a priori. Même si, encore une fois, s'il y avait une grossesse qui devait arriver spontanément, ça aurait été la bienvenue, mais on n'avait pas pris cette décision, quoi. Ok. Donc voilà. Et donc du coup, moi, je m'étais vraiment conditionnée à ne pas pouvoir tomber enceinte naturellement, et ça avait fonctionné. C'est-à-dire que la question, elle ne se posait plus dans ma tête. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai eu mon retour de couche quasiment 6 mois après mon accouchement. Et puis ensuite, les cycles se sont enchaînés bien différemment qu'avant ma grossesse. C'est-à-dire qu'avant ma grossesse, j'avais mes règles 1 ou 2 fois par an. Donc j'avais des cycles extrêmement longs, de 6 à 8 mois, donc des ovulations qui n'existaient pas, ou très très peu, enfin pas suffisamment en tout cas pour que ce soit fécondable. Et donc du coup, là, il s'est avéré qu'effectivement, à partir de mon retour de couche, j'ai eu des cycles un peu plus, enfin beaucoup plus courts, puisque c'était 35, 40 jours. Donc je me Ok. suis dit, Donc tiens, c'est pas fou non plus, quoi. c'est pas fou non plus, mais pour moi, c'était déjà beaucoup. C'est-à-dire que Oui. vu que je vis comme ça avec des règles 1 ou 2 fois par an depuis mes 20 ans, depuis que je sais que j'ai ce SOPK, mais du coup, là, je me suis dit, il faut peut-être faire gaffe. Parce que bah, forcément, des cycles de 40 jours, c'est forcément un peu plus. Enfin, non, c'est pas forcément, c'est moi qui me fais cette conclusion-là. C'est forcément plus propice à une grossesse que des cycles de huit mois, quoi. Oui, forcément. Mais bon, j'ai reposé la question à ma gynéco parce que, en fait, à un moment donné, à partir d'un certain temps, j'avais mes règles qui étaient très très longues, 3 semaines, 3 semaines et demie. J'avais une semaine de répit, puis ça repartait, donc je suis allée la revoir. Et donc, du coup, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des risques en sachant que mes cycles sont plus courts, etc. Et elle me dit, elle me refait un contrôle et elle me dit très honnêtement non, on refait une prise de sang, elle confirme. Et puis, elle me dit, en revanche, quand je fais l'échographie, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que ce ne sont pas des règles, j'ai plutôt peur d'un polype. Et elle me montre effectivement à l'échographie une masse qui se dessine, qui n'est pas très claire, mais qui se dessine à l'échographie. Et donc, elle me dit, on va faire des examens. Et de toute façon, vu que vous avez des saignements très abondants comme ça, qui durent très très longtemps, avec une semaine de répit, vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, on va faire une hystéroscopie pour aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et donc, elle m'envoie faire dans un premier temps une échographie 3D avec un échographe pour pouvoir voir un petit peu mieux ce qui se dessine. Et en fonction de ça, on planifiera l'échographie, l'hystéroscopie. Donc l'hystéroscopie, c'est la petite caméra qu'on va mettre à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. Je vais faire cette échographie. Euh, L'échographe confirme pas le polype. Pour lui, il voit pas. Voilà, je ressors de cette échographie. On est en septembre. Je ressors de cette échographie, j'ai un nouveau rendez-vous avec ma gynéco. Elle refait, elle, une échographie avec, donc elle, c'est pas du 3D. Elle me dit, écoutez, quand même, moi, je vois vraiment quelque chose. Peut-être qu'il est positionné entre deux parois de l'endomètre, par exemple. Elle me dit, bref, dans tous les cas, vu les saignements, il faut au moins qu'on fasse une hystéroscopie diagnostique pour voir ce qu'il en est. Et donc, on programme cette hystéroscopie, donc qui est en anesthésie générale, au mois de novembre, le 16 novembre. Et donc, du coup, voilà, ça s'arrête là. Sauf que moi, dans la nuit du 15 au 16 novembre, je tombe malade, euh, une grosse grippe intestinale, donc je vomis toute la nuit. Donc, je suis évidemment incapable de me déplacer à l'hôpital le matin. Donc, du coup, j'appelle pour annuler. Et donc, l'opération est reportée 2 mois plus tard, au mois de janvier, le 21 janvier. Entre-temps, ma gynéco ne me reprogramme pas d'examen, puisque l'examen, c'est l'hystéroscopie qu'elle va faire. Ouais. Donc, elle me reprogramme rien. Moi, au mois de décembre, je suis hyper fatiguée, mais je viens de commencer un nouveau boulot pour lequel le mois de décembre est hyper intense. Donc, du coup, je fais des journées qui sont vraiment très intenses. Voilà, je m'arrête pas de la journée. Je rentre, faut s'occuper de bébé, de la maison, enfin voilà, la vie, quoi. Et en fait, je me retrouve à me coucher en même temps que ma fille parce que je suis rincée. Et ma fille, elle se couche à 18h, 18h30. Et en fait, je me couche en même temps qu'elle. Elle a des nuits hyper compliquées. Elle fait des éveils nocturnes de 3 heures la nuit. Donc, du coup, parfois, je dors pas pendant 3 heures. Les endormissements sont longs. Enfin, bref. Donc, du coup, moi, je mets ça sur ce compte-là.
Oui, la fatigue avec un enfant en bas âge et un nouveau travail, Voilà. forcément, c'est pas non plus hyper inquiétant, quoi. Ah oui, et moi, je me suis vraiment mis, enfin, voilà, j'ai vraiment mis ça sur ce compte-là. Le 21 janvier se planifie donc, enfin se fait donc cette fameuse hystéroscopie. Donc le deal, c'était on fait une hystéroscopie diagnostique pour voir ce qu'il y a. Et selon ce qu'il y a, ma gynéco passera en hystéroscopie opératoire pendant la même opération pour enlever éventuellement le polype ou la masse qui Ok, dérange, etc. Moi, je retourne à cette opération, enfin, je vais à cette opération vraiment très sereine pour le coup, moi qui suis pleine d'angoisse. J'ai une telle confiance en ma gynéco que je suis pas du tout inquiète. J'ai rencontré l'anesthésiste, il m'a hyper rassurée aussi, donc voilà, j'y vais. Tout va bien. En plus, elle me passe en premier, donc du coup, j'arrive le matin, je passe tout de suite. Donc très bien, je me réveille. Dans ma chambre, mon conjoint m'a rejoint. Et donc du coup, je dis non, c'est cool, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus, quoi. Parce que mine de rien, tout ça, ça dure depuis le mois de juin. Entre, ouais, ça fait un moment. en fait, à la base, on a laissé passer. On s'est dit, bah, peut-être que c'est le retour de couche qui se met tout doucement en route. Puis ensuite, il y a eu donc bah, cette opération qui a été décalée de 2 mois, etc. Donc en fait, il s'est passé quasiment 6 mois, donc je me dis, bah au moins là, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Puis ma gynéco vient me voir dans la chambre l'après-midi pour me débriefer. Et c'est là qu'elle me dit, écoutez, ça s'est pas passé comme je l'avais anticipé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur une masse qui n'a pas le même aspect que ce qui était au mois de septembre dans votre échographie. Et de plus, il y avait énormément de saignements. Et ils étaient tels qu'on ne pouvait pas gérer une opération, aspirer en même temps, j'avais plus de visibilité. Bref, c'était pas du tout cohérent. Et donc, du coup, elle me dit, j'ai dû arrêter pour des questions de votre sécurité et de votre santé. Voilà, je me sentais pas en sécurité. C'était pas cohérent avec ce qu'on attendait. Donc, du coup, j'ai dû arrêter. Et elle me dit, on va refaire des examens, voir s'il n'y a pas quelque chose qui a évolué, etc. Moi, elle me dit ça, je panique totale. Je me dis, ça y est, c'est une masse qui n'est pas la bienvenue. Bah, moi, tout de suite, je pars sur une tumeur, quoi. Quelque chose de Ouais. cancéreux. Je me dis, putain, j'ai 30 ans, un bébé Voilà, elle avait donc 13 mois à ce moment-là. Enfin bref, panique totale. Et elle me rassure tout de suite en me disant, écoutez, ça n'a pas du tout l'aspect de ce que vous me dites là. Vraiment pas du tout, mais elle me dit, je comprends pas. Donc vous allez refaire une échographie et moi, ce que j'ai récupéré, je les envoie en analyse pour qu'on puisse savoir à quoi ça correspond. Et là se passent 10 jours pendant lesquels on attend les résultats de cette analyse et en fonction de cette analyse, j'irai faire une échographie, une nouvelle. Et donc elle m'appelle au bout d'une dizaine de jours en me disant, écoutez, ça correspond à des villosités de placenta, des villosités placentaires. Je suis ah bon, tout. Puis je lui dis, je comprends pas, avec tous les examens qu'on a vérifiés depuis la naissance de Victoire, comment c'est possible? Elle me dit, non, c'est des villosités placentaires jeunes. Donc elle me dit, vous avez peut-être fait une fausse couche. Elle est désolée de me dire ça. Et elle me dit, avec les saignements que vous avez eus, c'est possible que vous ayez pris ça comme des règles, alors qu'en fait, bah, c'était peut-être une fausse couche, d'où peut-être l'abondance, etc. Bon, donc moi, là, je me retrouve à accuser le coup parce que c'est pas très agréable pour moi de savoir qu'il y a eu une grossesse spontanée, du coup. Et donc, elle me dit, vous allez faire l'échographie et puis on replanifie bah, pour pouvoir enlever ces villosités et on replanifie une hystéroscopie. Donc, ok, je prends rendez-vous, je vais faire cette hystéroscopie et j'y vais vraiment comme si j'allais à une radio du genou, quoi. C'est-à-dire que j'y vais Ouais. toute seule. Mon conjoint me dit, est-ce que je viens avec toi, machin? Je dis, pas besoin, il est bloqué du dos, donc ça sert à rien de faire de la voiture inutilement. Je dis non, franchement, j'ai pas besoin. Moi, j'y vais vraiment en mode, ok, j'ai accusé le coup, j'ai fait une fausse couche, je m'en suis pas rendu compte, j'ai ni vu une grossesse, ni senti la fausse couche. Donc, je digère le truc comme ça, en me disant, ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, le but, c'est de pouvoir enlever ce qui reste. Donc, du coup, je vais faire cette échographie, et puis l'échographe euh, m'étale le gel sur le ventre avec donc, la machine là. Et lui, donc, il regarde mon ventre, mais moi, je regarde déjà l'écran. Et au moment où il passe son truc, moi, je vois tout de suite. Il y a 2 bras, il y a 2 jambes, il y a une tête, il y a un bébé qui est là. Je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, du coup, là, il commence son échographie et il me dit, mais madame, vous êtes enceinte? Non.
Non, non, pas du tout. Dans ma Et tête, t'étais vraiment dans l'idée, c'est pas possible, donc non, c'est pas ça. ah C'est. non, ah Ouais. non, c'est pas possible. Et puis, c'est un truc qui n'arrive que dans les films, en vrai. Puis c'est un truc que Oui. j'ai tellement espéré avant ma grossesse de Victoire, de ma fille, que le truc de je vais faire une écho de contrôle pour je ne sais quoi, puis on m'apprend que je suis enceinte, ou je fais une prise de sang, et dedans Ouais. on me dit que je suis enceinte, c'est un truc que j'ai tellement espéré, et là que j'ai tellement interdit, pas possible, enfin j'ai occulté cette possibilité, que du coup là je lui dis non. Il me dit ah si, je fonds en larmes. Et, et j'ai du mal à comprendre. Et puis en même temps, je suis submergée par de la joie. C'est uniquement de la joie à ce moment-là. Il n'y a pas de Ouais. peur, il y a que de la joie. Je me dis, waouh, l'histoire de dingue. L'histoire de dingue, enfin, je suis tombée enceinte, machin. Et en fait, je me souviens de ma première grossesse que 2 bras, 2 jambes, c'est pas une grossesse qui est toute neuve. C'est-à-dire que, Oui, c'est déjà quand même bien évolué, quoi. exactement, c'est pas le petit haricot, quoi. Et, et donc, du coup, ben, je lui dis, mais attendez, il y a un cœur qui bat, il y a quelque chose. Et il me dit, s'il y a un cœur qui bat, vous voulez l'entendre? Ce que j'ai trouvé hyper pertinent comme question. Oui. En Oui, vrai, c'est vrai il avait du tact, quoi, au moins ce ouais. monsieur. Et puis, vraiment, le personnel médical qui m'a entourée à ce moment-là a fait preuve de beaucoup de tact, et lui aussi. Et j'ai dit, mais évidemment, je dis, attendez, c'est une super nouvelle. Je lui dis, évidemment que je veux l'entendre. Et ça a été, en fait, mon erreur. C'est que du coup, il me fait entendre le cœur. 167 battements par minute, et je l'entends. Et donc là, je réalise, enfin, je réalise, c'est un grand mot, mais en tout cas, je prends conscience qu'il y a un bébé dans mon ventre. Je lui dis, mais attendez, quel âge, combien de temps? Il me fait les calculs, machin. Et puis il me dit, bah là, pour moi, vous êtes tombée enceinte le 27 novembre. On est 31 janvier. Ok. Ouais, donc bien 2 mois de passé, quoi. Ouais, je suis à 10 semaines et 5, je suis à 9 semaines et 5 jours de grossesse, donc 11 semaines et 5 jours d'aménorrhée. Ok. Waouh, je dis, c'est waouh, dingue et tout, machin. Et je suis toujours en pleurs. Et j'ai mes mains sur la tête, sur les yeux, comme ça, allongées. Et puis d'un coup, j'enlève mes mains et je lui dis, vous vous rendez compte que vous êtes en train de devenir ma personne préférée sur Terre. Et là, il me regarde, il a les yeux désolés et il me dit, il est toujours en train de me faire l'écho. Il est passé, non, pas encore. Il est toujours en train de me faire l'écho et il me dit, écoutez, je ne suis pas sûre. Et je lui dis, bah là, par contre, il va falloir me parler parce qu'il s'est arrêté, en fait, il est toujours concentré, etc. Et je dis là, par contre, il va falloir me parler parce que là, il y a grande possibilité pour que ça finisse en crise de panique sur votre table. Et il me dit, écoutez, j'ai un doute, si ça vous dérange pas, on passe en endo vaginal pour que je vérifie, j'ai un doute sur le développement du bébé, du cerveau. Et donc, ok, on passe en endo vaginal, je vois sa tête, je vois ses yeux, je comprends très vite qu'il y a quelque chose de pas sympa. Euh, je le laisse. À ce moment-là, je me dis qu'il a besoin d'être concentré, donc j'accepte qu'il me parle pas. Il me parle pas pendant 1 ou 2 minutes, et puis au bout d'un moment, il me dit effectivement, j'ai un gros doute. Il me dit en fait, c'est pas un doute. Il me dit le cerveau ne s'est pas dissocié, les hémisphères ne se sont pas faits. Le haut du crâne ne s'est pas formé, donc en fait, il y a pas de crâne, quoi. Les hémisphères ne se sont pas formés. On appelle ça une holoproencéphalie. Et il me dit, et puis j'ai un doute sur d'autres malformations au niveau des reins. Il me dit, et dans tous les cas, il n'y a pas assez de liquide amniotique pour que le bébé se développe correctement. Et donc là, je me prends le deuxième raz-de-marée dans la tronche. Et je lui dis, attendez, ça veut dire quoi? J'essaye de comprendre, d'encaisser. En fait, moi, je suis déjà en train d'essayer d'encaisser que je suis enceinte. Et là, il faut que Oui, j'encaisse en plus que, ben que ça oui. va pas. Et je lui dis, attendez, ça veut dire quoi? Machin. Je lui dis, soyez clair, s'il vous plaît. Et il me dit, ça veut dire que c'est une grossesse qui n'ira pas au bout dans tous les cas. Ok. Je refonds en larmes. J'ai du mal à digérer le truc. Il arrête. Il me dit, écoutez, je vous laisse tranquille. Ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà. En plus, il me fait un peu mal, donc c'est pas très agréable. Et, et donc, du coup, voilà, il arrête son examen. Et puis, il me demande de prendre mon temps pour me relever.
Je m'assois, j'ai la tête qui tourne parce que je pense que je suis complètement désorientée. Mm. Ouais. Euh, donc voilà, il essaye d'être un peu soutenant. Il me dit que ma gynéco va m'appeler très prochainement, qu'il l'appelle tout de suite pour la tenir au courant des examens, etc., etc., qu'il est désolé. Je retourne dans la salle d'attente parce qu'il me dit, restez un peu dans la salle d'attente. Et puis il me dit, je suis pas trop d'accord que vous rentriez toute seule. Si vous pouviez appeler quelqu'un pour venir vous chercher, ça m'arrange. Puis en fait, je suis pas bien là. Je suis pas bien du tout à cet endroit-là. J'ai besoin d'aller prendre l'air. Je m'en vais, mais je suis un zombie. C'est-à-dire que je passe devant la secrétaire, elle me paraît floue, elle me demande si ça va. J'ai l'impression d'être dans une scène de film, quoi. Et je vais jusqu'à ma voiture, je marche, parce que du coup c'est en centre-ville, donc je marche pour aller jusqu'à ma voiture. Et je me dis, waouh, ok, pour moi c'est un truc qui arrive qu'aux autres. C'est bête à dire, mais c'est un truc qui arrive qu'aux autres. J'avais pas appréhendé que ça pouvait m'arriver. Autant pendant ma première grossesse, j'ai eu peur plein de fois, mais c'était une peur qui était pas totalement fondée. Ouais. C'est-à-dire que c'est une peur où au final, oui, on a peur, mais on est intimement convaincu que ça va bien se passer, quoi. C'est assez bizarre, mais... Et là, ouais, le raz-de-marée un peu. Et je décide de rentrer toute seule. Donc je rentre, j'arrive chez moi. Je me dis, ok, sur la route, j'ai essayé d'imaginer comment je pouvais l'annoncer à mon conjoint. Ma fille est gardée par sa maman et elle est censée rentrer à peu près en même temps que moi. Donc du coup, je demande à sa maman de la garder un peu plus longtemps. Et je rentre, mon conjoint bouine dans le jardin, machin. Donc il vient parce que malgré tout, il veut savoir comment se passait le rendez-vous, s'il a trouvé autre chose, etc. Il voit sur ma tête qu'il y a un truc qui va pas. Et en même temps, il n'est pas plus paniqué que ça. Du coup, il rentre, il fait ses trucs. En même temps, il me demande alors comment ça s'est passé, etc. Il se lave les mains. Et il insiste, moi je voudrais qu'il s'assoie, mais il le fait pas. Et donc du coup, bah, je finis par lui dire, il est là en train de se laver les mains, et je lui dis, je suis enceinte. Et il se retourne, il me regarde d'un air, quoi? Et puis je lui dis, je suis enceinte. Mais je lui dis, c'est... Et puis il me regarde en me disant, ok, mais c'est pas la seule info. Et je lui dis, bah non. Et je lui dis, c'est un bébé qui est rempli de malformations, et donc la grossesse n'ira pas au bout. Je fonds en larmes dans ses bras. Lui, je pense que du coup, à ce moment-là, il faut qu'il encaisse l'info, qu'il vient Ah de oui. comprendre, forcément. Puis, je lui explique tout le rendez-vous, machin. On est assis l'un en face de l'autre et on essaye de réaliser ce qui est en train de se passer. On comprend pas trop. Puis, en fait, très rapidement, ma fille et ma belle-mère arrivent. Donc, pareil, on le dit à ma belle-mère. Ma belle-mère est désolée, triste aussi que ça se passe comme ça pour nous. Et puis, triste tout court. Et puis très vite, ma gynéco appelle, elle me demande de venir le lendemain. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe le premier jour de cette annonce. Et puis moi, je comprends hein, que je réalise pas réellement ce qui est en train de se passer. C'est comme si j'avais l'information de façon intellectuelle, mais émotionnellement, je l'ai pas encore encaissée. Donc, je re-regarde les échographies, j'essaye de comprendre et tout. Et en fait, en regardant l'échographie, là, je réalise parce qu'en fait, il y a plein de captures d'écran de l'écran de l'échographe. Et sur l'une d'elles, il y a date de conception, 27 novembre 2023, date prévisionnelle d'accouchement, 27 août 2024. Et en fait, cette date prévisionnelle d'accouchement, elle m'a complètement terrassée. Parce qu'en fait, là, ça veut dire que je viens de réaliser qu'il y a un vrai bébé qui était censé naître à un moment donné. J'étais censée Mm. avoir un deuxième enfant. Et là, j'ai compris, à ce moment-là. Donc, il m'a fallu plusieurs heures. Et puis voilà, la soirée se passe. Je vais me coucher parce qu'en fait, c'est ma façon de gérer les émotions négatives quand je fais une crise d'angoisse, quand j'arrive pas à gérer beaucoup de peine, etc. Moi, je dors. Donc, je vais me coucher très tôt, voilà. Et puis le lendemain, on va chez la gynéco en sachant pertinemment. Donc, j'ai eu ma gynéco au téléphone qui est désolée, qui me demande si j'ai senti quoi que ce soit et je lui explique que non. Elle me dit OK. On était donc sur une sorte de déni, même si à 2 mois et demi de grossesse, c'est un déni qui est limité, mais moi, j'étais dans le déni complet. Et donc, du coup, elle me dit, ben, vous venez demain, machin, etc. Et donc, du coup, on va à ce rendez-vous en sachant pertinemment que ce rendez-vous, il est fait pour prendre des décisions. Donc, on va à ce rendez-vous le lendemain.
Et puis, du coup, elle prend beaucoup de temps pour nous expliquer ce qui se passe. Mais on se pose la question, on lui pose la question, est-ce que l'hystéroscopie qui a eu lieu une semaine plus tôt, du coup, a pu avoir un rôle sur ces malformations? Et Et elle me forcément, c'est la question qui se pose ouais, naturellement, quoi. ouais. Et elle me dit qu'évidemment, elle-même s'est posé cette question, qu'elle s'est donc renseignée auprès de trois personnels médicaux différents, spécialisés en Pathologie. voilà, un truc comme ça, en gros, pour savoir avant la naissance les malformations, etc. Les trois lui ont dit la même chose, plus un échographe. Et les trois lui ont dit la même chose, que globalement, les hémisphères étaient censés être déjà formés. Euh, Maximum entre 4 et 7 semaines, ils sont censés être largement formés. Et là, on était à 9. Donc, du coup, c'est sur cette malformation-là, pas d'impact, c'est sûr. Sur le liquide amniotique, peut-être. On n'en aura jamais la certitude, mais peut-être que le fait d'avoir touché la poche, ça a empêché le liquide amniotique d'être suffisant. Mais il y avait de toute façon cette malformation du cerveau qui était présente. Ok. Donc moi, je décide très clairement de ne pas en tenir rigueur à ce médecin qui, à mon sens, enfin c'est vraiment un médecin en qui j'ai ultra méga confiance. Donc voilà, même si je me dis avec le recul qu'un petit bêta-HCG avant l'hystéroscopie, finalement, ça aurait pas Ça été. n'aurait pas été plus mal, oui. Mais de toute façon, cette malformation du cerveau était déjà là. Donc je reste là-dessus. Et puis du coup, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle nous demande comment on se sent, et moi, et papa, et notre fille, et comment on le vit, et etc. etc. Donc voilà, on lui explique hein, qu'on est... enfin moi plus que mon conjoint, mais moi je suis terrassée, j'essaye de comprendre, je suis en boucle. Un, comment c'est possible que j'ai pas senti que j'étais enceinte? Moi qui suis obsédée depuis mes 20 ans par le fait de tomber enceinte naturellement et de tomber enceinte tout court, comment j'ai pu là passer 2 mois et demi en étant enceinte sans m'en rendre compte? Et pourquoi ce bébé est mal formé? Pourquoi on en arrive à une issue qui est dramatique? Pourquoi? Alors que je suis déjà passée par un parcours difficile pour avoir ma fille. Pourquoi? Pourquoi? Je suis remplie de tous ces pourquoi auxquels j'aurais malheureusement jamais aucune réponse. Et donc, du coup, on parle beaucoup de ça avec ma gynéco. Ça dure un moment, et puis au bout d'un moment, je lui dis, bon, bah écoutez, il faut qu'on passe à la suite quand même. Et donc là, elle m'explique les possibilités qui s'offrent à nous. Enfin, elle nous explique les possibilités qui s'offrent à nous. Donc la première, c'est de laisser le bébé continuer son évolution dans mon ventre, en sachant que l'issue, elle est définitive, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il n'arrivera pas à terme. Donc elle m'explique que la première issue, c'est celle-ci, et donc du coup de le laisser évoluer, puis mourir quand ce serait le bon moment, dans mon Ok. ventre. Et donc à ce moment-là, de procéder à un... Je sais même pas ce qui se passerait après, en fait. Elle m'a juste dit qu'à ce moment-là, on procéderait aux décisions qui s'en suivent. La deuxième, c'est une interruption médicale de grossesse. Et la troisième solution, c'est une interruption volontaire de grossesse, qui sont médicalement le même processus, mais qui ne se déroulent pas de la même façon, dans le sens où l'interruption médicale de grossesse nous permet de faire une analyse génétique, euh, alors que l'interruption volontaire, non. Ok. Et moi, de toute façon, je lui dis que je n'ai pas envie que ça s'appelle une interruption volontaire de grossesse, parce que je ne suis pas volontaire. Oui, c'est ça, c'est que ça fait pas du tout envie, toi, c'est simplement que tu Exactement. peux pas mener la grossesse au terme. Par contre, oui, voilà, on est d'accord avec mon conjoint que on ne laissera pas ce bébé mourir dans mon ventre. Ça, on n'en est pas capable de vivre cette grossesse, de peut-être passer 3, 4, 5 mois comme ça, et au bout d'un moment que cette grossesse s'arrête. Enfin, pour de toute façon donner naissance à un bébé mort-né, non, on n'est pas du Ouais. tout prêt à traverser ça. Donc, ce sera de toute façon une interruption de grossesse, volontaire ou médicale. Et donc, volontaire, non, donc, parce que je ne suis pas volontaire. Si ce bébé était en bonne santé, il aurait été accueilli dans le plus grande joie. Et donc, du coup, on choisit l'interruption médicale de grossesse. Là, on est jeudi. Et donc, du coup, elle nous explique tout comment ça va se passer. Et au départ, elle me dit, vous allez prendre un médicament qui va procéder au décollement de l'œuf. Euh,
pour ensuite, moi, 48 heures plus tard, je procède du coup avec des aiguilles d'algues, au travail du col pour pouvoir faire travailler votre col pour qu'il s'ouvre et procéder à la sortie du fœtus. Et là, je deviens blanche. Je vois mon conjoint qui se touche les tempes, qui manifeste des signes que je connais, où il se dit non, c'est pas possible. Je comprends bien que c'est pas possible ni pour lui ni pour moi. Et donc, du coup, je lui dis attendez, vous allez pas me faire accoucher. Et elle me dit à votre terme, qui est quand même assez avancé, on sera à 12 semaines d'aménorrhée, c'est la procédure. Non. Moi, je lui dis que non, que c'est pas possible, que je ne peux pas accoucher. Parce qu'en fait, elle m'a expliqué dans le même temps qu'on commence en salle de pré-travail, puis qu'on va en salle d'accouchement. Je lui dis, attendez, non, c'est pas possible. Déjà, je peux pas aller en salle d'accouchement et ressortir sans bébé. Émotionnellement, je n'en suis pas capable du tout. Et je ne peux pas procéder à des contractions, pousser, faire sortir un bébé qui de toute façon sera mort et ressortir sans bébé. Enfin, je lui dis honnêtement, c'est pas possible. Je n'en suis pas capable du tout. Et donc, je lui dis, Mm. est-ce qu'on peut procéder à un curetage? Et elle me dit qu'à mon terme, c'est un peu plus risqué, mais que si c'est mon choix, on va le faire. Elle me dit en revanche, il faut que moi je me prépare, donc ça pourra avoir lieu mardi, lors de mes journées d'opération, et etc., etc. Ça ne pourra pas avoir lieu avant. Donc on est jeudi. Et donc du coup, j'accepte de tenir jusqu'à mardi. Et du coup, on choisit cette façon-là de procéder. Et elle me dit du coup que je vais revenir dimanche soir pour prendre le cachet pour de toute façon décoller l'œuf qui lui reste de toute façon nécessaire pour pouvoir ensuite procéder au curetage mardi. Évidemment, pendant ces rendez-vous-là, moi je pleure, je suis totalement terrassée de prendre cette décision. Je ne savais pas que ça pouvait m'arriver un jour. Encore une fois, je ne comprends pas. Je lui dis, écoutez, avant-hier j'allais bien, aujourd'hui je suis dans votre bureau. Je dois réfléchir à arrêter une grossesse que je savais même pas qui existait il y a 2 jours. Enfin, je lui dis franchement, c'est terrible. C'est une grossesse qui était miraculeuse. Une grossesse spontanée chez moi, c'est miraculeux. Je dis, vous le savez vous-même. Enfin, franchement, là, je sais pas trop ce qui m'arrive. Je comprends pas trop. Bref, je suis vraiment terrassée. Et puis voilà, je quitte ce rendez-vous. On revient donc le dimanche pour prendre le médicament. Donc le dimanche 19h30, on retourne à la clinique. Et donc entre-temps, ma fille est gardée par ma mère à chaque fois parce que bah, c'est des rendez-vous, elle n'a pas à être là. Et en même temps, on veut qu'elle reste dans son environnement parce que nous, on est suffisamment terrassés émotionnellement, donc elle doit forcément le sentir. Donc on Oui. choisit que ma mère vienne la garder chez elle, dans son environnement, qu'elle la couche dans son lit, etc., etc. Donc voilà, se passe le week-end. Le dimanche soir, ma mère vient garder Victoire. Nous, on part à ce rendez-vous. Là encore, moi, j'ai accusé le coup un peu plus et donc du coup, je suis encore plus terrassée. Donc rebelote, il est 19h30, on vient voir ma gynéco qui est juste venue pour me donner ce cachet. Elle travaille pas le dimanche, elle n'est pas de garde. Elle est juste Mm. venue pour me donner ce médicament. On reparle pendant un long moment. Elle prend beaucoup de temps à chaque fois. Et donc à chaque fois, en fait, ça adoucit un peu les choses parce qu'elle est tellement à l'écoute. Elle est tellement bienveillante. Elle répond à tellement de nos questions. Elle ne brusque rien. Alors que malgré tout, dimanche soir, elle a une vie, elle a des enfants, elle a un mari. Enfin bref. Euh, bref, et donc au bout d'un moment, je finis par prendre ce cachet, par rentrer. Et en fait, pendant ce rendez-vous, je lui dis que venir mardi matin, ça m'inquiète. Donc je suis censée venir le mardi matin pour procéder au curetage. Elle a modifié tout son planning pour me faire passer en première parce que je suis tellement stressée, angoissée et malheureuse qu'elle me dit ça sert à rien de vous faire patienter en chambre pendant des heures. Autant que vous passiez en première, comme ça, voilà. Et moi, je lui dis que venir mardi, ça me fait super peur. J'ai très peur de ce qui peut se passer entre donc dimanche soir, ce soir, et mardi. Et vu qu'elle m'a expliqué tout ce qui allait se passer avec ce médicament, que j'allais probablement avoir des saignements, etc., machin, je lui dis, moi, j'ai très très peur de procéder à l'expulsion par moi-même. Il me dit qu'il y a très peu de chances, que normalement il faut 48 heures, pour que éventuellement il y ait un travail qui se mette en route tout seul, que là on a prévu 36 heures pour procéder au curetage. Donc franchement, il n'y a aucune raison que ça se fasse naturellement, quoi. Ok, cependant, je suis tellement anxieuse et puis elle me connaît, je suis atteinte d'un trouble anxieux généralisé, elle le sait. Et donc du coup, elle me dit,
si vous voulez, vous venez lundi soir. Comme ça, lundi soir, vous êtes en sécurité, vous êtes ici, vous êtes sur place avec nous. Donc, ok, j'accepte cette proposition et elle me dit très honnêtement, ce soir-là, entre dimanche et lundi, il va rien se passer. Rien du tout, c'est quasiment impossible qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, rentrez chez vous, reposez-vous et puis on se voit demain. Donc, ok, la nuit est affreuse parce qu'en fait, je viens de prendre un médicament qui va mettre fin à la vie du bébé que j'ai dans mon ventre. Même si je ne sais pas exactement en quoi consiste ce médicament, je comprends que c'est juste le début de la fin. Donc, du coup, la nuit est affreuse, je suis réveillée à 4 heures du matin, je suis en panique, je suis très triste, je suis malheureuse. Je finis par avoir besoin de prendre de l'air, donc je vais dehors, je prends l'air, ça dure des longues minutes où je suis dehors, où je parle à mon bébé, où je lui explique que je suis désolée, que, enfin voilà, bref, je suis très 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 malheureuse de ce qui est en train de se passer. Et puis surtout, je me sens très très seule parce que c'est dans mon corps. Mon conjoint a beau être aussi présent qu'il peut l'être, honnêtement, personne ne peut m'aider à ce moment-là. Du coup, voilà, j'affronte le truc un peu toute seule. Et le lundi, on décide d'aller voir ma maman, qui est d'un très très grand soutien pour moi. Et puis, on parle de ça, évidemment, c'est le sujet principal de discussion depuis plusieurs jours. Et, et puis d'un seul coup, je réalise que je suis extrêmement fatiguée. Et je me souviens que juste avant d'accoucher de ma fille, j'ai été extrêmement fatiguée. Et donc là, je comprends qu'ok, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a du travail qui est en train de se mettre en route, et du coup, ça me fait peur. Donc, d'un seul coup, je réalise, je suis avec donc mon conjoint et ma maman, et je réalise qu'être hospitalisée le soir, oui, mais pas toute seule. Sauf qu'on a décidé que ma fille resterait avec son papa. C'est une décision qu'on a prise ensemble, avec laquelle je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que mon conjoint, il sera dans ma chambre à mon retour du curetage en sortie d'opération. Mais avant ça, il reste avec ma fille le lundi soir parce que ça fait déjà des jours qu'elle est perturbée, qu'elle dort mal, que un coup c'est ma mère, un coup c'est papa. Moi, je suis au fond de mon lit en train de pleurer toute la journée. J'essaye de garder la face, mais c'est hyper compliqué. Donc du coup, on a décidé qu'elle resterait avec son papa pour son bien. Et je veux pas mettre ça de côté. Donc du coup, je demande à ma maman si elle veut bien m'accompagner et dormir avec moi à l'hôpital le lundi soir. Bien sûr. Donc, elle vient avec moi. Et donc, le lundi soir, je suis hospitalisée. Ma gynéco vient me voir. Elle me dit que tout va bien se passer, que le lendemain matin, je passe à 7h30 au bloc et que, en attendant, les infirmières du service dans lequel je suis sont au courant de mon cas, que les sages-femmes et le gynéco de garde sont au courant de mon cas et de mon anxiété, et donc que s'il y a quoi que ce soit, je les appelle et ils vont très bien s'occuper de moi. Et elle me dit, et ils sont aussi au courant que vous êtes anxieuse, donc ils vont très bien s'occuper de vous sur cet aspect-là aussi. Et donc elle me dit, s'il y a le moindre saignement, la moindre douleur, vous n'hésitez pas, vous les appelez. Ok. Donc on passe la soirée, ça va. Émotionnellement, ça va pas du tout, évidemment, mais sur le plan physique, ça va. Et puis au bout d'un moment, je sens que j'ai des saignements. Et là, je suis prise de panique. J'écourte la discussion qui est en cours avec ma mère et je vais prendre ma douche. Et effectivement, j'ai des saignements. Pas très abondants, mais j'ai des saignements. Je panique, donc on appelle les infirmières, on leur explique, je leur dis écoutez, je ne sais pas si ça vaut le coup de quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai quelques saignements, c'est pas très abondant. Je me dis écoutez, c'est très clair, s'il y a quoi que ce soit, on vous emmène en salle de pré-travail, hop, on descend. Donc je descends. Je suis accueillie par une sage-femme du service du coup des accouchements. Et cette sage-femme me fait un contrôle. Bon, il n'y a pas grand-chose, on attend un petit peu. Elle appelle le gynéco de garde pour venir examiner. Il vient, il regarde l'abondance des saignements. Il me dit, écoutez, on laisse passer 1 heure et je reviens. Et il vient 1 heure après. C'est pas forcément plus abondant, donc il repart. Et il me dit, écoutez, vous restez là pour la nuit parce que ça sert à rien de faire les allers-retours entre là-haut et ici s'il y a d'autres saignements. Donc vous allez rester passer la nuit avec nous. De toute façon, ils m'ont descendu dans mon lit. Donc vous restez passer la nuit avec nous et comme ça, vous êtes là auprès de nous. Voilà. Donc ok, très bien. Donc on attend que le temps passe. Et puis moi, je suis toujours très très angoissée. En fait, j'ai super peur de procéder à l'expulsion. Et en fait, je pense que c'est juste que je savais. Et du coup, il est 21 heures.
22 heures quand il vient la deuxième fois. Et 22 heures, ma mère me dit, bon, ce serait bien que tu te reposes, etc. Machin. Ma mère est toujours à côté de moi et elle passe la nuit avec moi de toute façon. On lui installe son lit, on essaye de se mettre un truc à la télé, puis j'essaye, moi, de me reposer. Et j'y arrive pas. J'arrive pas du tout à dormir. Et vers 23h30, je sens que là, j'ai des saignements qui sont beaucoup plus importants et des douleurs qui arrivent d'un coup, qui là sont juste exactement les mêmes contractions que celles que j'ai eues pour ma fille, c'est-à-dire dans le bas du dos, lancinante, je peux pas tenir allongée, je suis obligée de sortir de mon lit, etc. Donc j'appelle une sage-femme, la sage-femme qui s'occupe de moi. Elle vient me voir et je lui dis, écoutez, là, il se passe quelque chose. Je perds énormément de sang et surtout, j'ai des énormes contractions. Il se passe quelque chose. Mais non, me dit-elle, vous inquiétez pas, c'est normal de perdre du sang à ce stade après la prise du cachet dimanche soir. C'est un petit peu normal quand même, il faut que le corps se prépare, c'est normal. Ok, sauf que elle n'est pas sortie de la chambre que moi, je finis par terre au sol parce que je suis dans un état de douleur qui est atroce. C'est une contraction qui est continue, qui ne diminue pas et qui me fait une douleur, je pense, parce que contrairement à un accouchement à terme normal, il n'y a pas d'hormones qui viennent m'aider là, puisque je suis pas à terme. Ouais. Il n'y a pas de raison que les hormones se déclenchent. Enfin Et bref, puis c'est pas naturel en plus, donc c'est pas forcément, naturel. C'est une douleur qui est mais vraiment affreuse. Et je perds du sang, je perds du sang, je perds du sang. Donc moi, j'ai de toute façon une culotte menstruelle sur moi. Et elle me dit, ah, écoutez, pour pouvoir mesurer un petit peu les saignements, vous allez mettre une serviette dans votre culotte pour que je puisse, moi, voir ce que vous perdez, parce que dans votre culotte menstruelle, je ne peux pas quantifier. Donc, ok, je fais ça. Et puis, en fait, 20 minutes, un quart d'heure peut-être, elle est pleine. J'en mets une autre. Je mets même une serviette de maternité qui est dans la salle de bain, là, les énormes serviettes. Je mets ça, j'en mets une, puis j'en mets une deuxième. Et au bout de trois quarts d'heure, elle revient. Et je suis toujours allongée par terre. Et je me tords de douleur dans tous les sens. Et je lui dis que là, donc il est quasiment 1 heure du matin. Et je lui dis que là, la douleur, je sais, je lui dis, je vais expulser, je vais expulser, je vais expulser, je le sais, je le sais, je le sais. Et elle me dit, mais non. Et puis en fait, elle est accompagnée avec une autre sage-femme qui, elle, est désagréable au possible. Et en fait, elle me voit allongée par terre et elle me dit, madame, vous ne pouvez pas rester là, en fait. Vous allez dans votre lit. Et là, je lui dis, alors fermez-la, par contre. Fermez-la. Je vais gérer ça comme j'ai envie de le gérer et je vais rester par terre si j'ai envie d'être par terre. Donc, cette dame s'en va. J'ai dû la vexer. Et puis, l'autre sage-femme, qui est malgré tout dans la bienveillance, elle me tient la main et elle me dit, ça va aller, madame, vous allez y arriver. Et elle me dit, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il ne faut pas paniquer. C'est normal que vous perdiez du sang, etc. Machin. Et je lui dis, on appelle le docteur parce que elle m'a dit, ma gynéco, parce que elle m'a dit que dans tous les cas, en fait, je lui avais demandé si je viens expulser dans la nuit, comment ça se passera. Et elle me dit, dans tous les cas, c'est moi qui reviens. Même si je suis pas de garde, c'est moi qui reviens, c'est moi qui fais le curetage. Donc s'il y a un besoin en urgence, vous avez mon numéro de téléphone portable, on m'appelle. Ok. Et là, je dis donc à la sage-femme, il faut l'appeler. Et elle, en fait, on lui a pas donné ces instructions-là. Du coup, elle est pas trop d'accord parce que bah, j'imagine que les sages-femmes, si elles appellent un gynéco qui n'est pas de garde, c'est pas hyper bien perçu, donc elle n'est pas trop d'accord. Finissent par aller voir le gynéco de garde. Et le gynéco de garde donne le feu vert pour appeler donc, ma gynéco à moi. Mais ce gynéco de garde, malgré le fait que je sois en sang sur le sol dans une douleur atroce, ne reviendra jamais me voir. Pas une seule fois, il est venu me voir de toute la nuit après 22 heures où je perdais un petit peu de sang. Il est plus ouais, jamais. donc l'équipe de garde très informée et très au fait de la situation, au final, t'as complètement enfin, En laissé. fait, je pense avec le recul que ce qui s'est passé, c'est que vu que ma gynéco les avait prévenus que j'étais anxieuse, ils n'ont entendu que ça. Ouais. Et plus du tout mon ressenti en tant que femme qui est en train d'accoucher. Oui, vous avez peur, madame, donc Voilà. voilà. J'appelle moi ma gynéco parce que j'ai son numéro de téléphone. Moi, de toute façon, elle me l'a donné. Donc, je m'en fous d'avoir le feu vert ou pas de qui que ce soit. Je demande à ma mère d'appeler ma gynéco et je l'appelle.
Sauf qu'elle, elle me demande, je suis tellement inaudible, elle me demande de lui passer la sage-femme. Donc elle lui passe la sage-femme et la sage-femme lui dit, bah oui, oui, elle commence à perdre du sang, elle a perdu l'équivalent d'une serviette hygiénique. Et là, moi, de la force que je peux, je lui dis, mais non, une serviette hygiénique et deux serviettes de maternité en 40 minutes. Et en fait, elle me regarde en me faisant ça, comme si, non, Non, non. c'est pas ça. Mais moi, je le sais, c'est moi qui les ai changées, ces serviettes hygiéniques. Celle que tu m'as donnée il y a 40 minutes, elle est à la poubelle depuis bien longtemps. J'en ai remis entre-temps deux. Mais soit elle n'a pas compris, soit, enfin bref, je ne sais pas trop. En tout cas, du coup, la gynéco, elle reste sur le fait qu'il y a une serviette hygiénique de remplie en 1 heure, quoi, à peine. Ouais, donc c'est Donc, pas fou, quoi. pour elle, c'est pas dingue. Et moi, je suis dans la douleur et en fait, au bout d'un moment, cette contraction qui est continue s'en va tout petit peu. Ça devient un peu plus supportable. Je peux aller me rincer, changer mes protections, etc. Puis très vite, ça revient en fait. C'est des accalmies de vraiment quelques minutes et puis ça repart et ça dure. Et c'est une atrocité sans nom. Et j'ai ma maman à côté de moi qui me soutient et qui me tient la main, à qui je broie les doigts. Et puis ça dure comme ça jusqu'à 4 heures du matin. Pendant tout ce temps-là, le seul endroit où je suis bien, enfin bien, non, c'est pas du tout que je suis bien, c'est l'endroit où je suis le moins mal, c'est au sol, sur le froid. Donc voilà, sauf que je me vide littéralement de mon sang. Une serviette ne suffit même pas tellement je me vide, c'est-à-dire que ça ne sert plus à rien. Donc j'en mets quand même, mais elles se remplissent en quelques secondes, tellement je me vide, je me vide, je me vide. Donc je me souille mes vêtements complètement. Donc au bout d'un moment, j'ai mon pyjama, du coup, j'enlève mon pyjama, j'enlève ma culotte parce qu'elle est trempée de sang. Et donc, je suis sur le sol. Ma mère m'a mis une serviette qu'on a trouvée dans le couloir, une serviette de lit, là, par terre pour m'éviter d'être à même le sol parce que ça lui fait de la peine. Et moi, je me vide, je me vide, je me vide et je souffre. Je suis dans une souffrance qui est telle que enfin, je ne pensais pas que c'était possible de subir ça. J'ai plus de force pour parler, je suis complètement, bref, complètement épuisée et je ne supporte plus la douleur. Et à un moment donné, je dis à la sage-femme que je ne vais pas tenir comme ça. Et en fait, je comprendrai plus tard que j'étais juste dans une phase de désespérance, je pense, parce que à ce moment-là, il était 4 heures du matin. Je souffre du coup depuis 5 heures. Et là, elle me propose du Doliprane en intraveineuse. Je prends. Elle me propose une solution de réhydratation pour me redonner un peu d'énergie parce que du coup, je n'ai pas mangé depuis le midi. Parce que le soir, j'étais trop anxieuse et après, on n'a rien pu me donner parce que je suis censée avoir une anesthésie le lendemain matin. Et oui. Donc, du coup, elle me met une solution de réhydratation. OK. Alors qu'à la base, je suis quelqu'un d'hyper anxieux et je prends des médicaments en dernier recours. Euh, Et mais là, je pense que tu étais au dernier recours, là. ouais, j'étais au dernier recours et pourtant, à la base, j'en voulais pas. Mais en fait, je me suis dit, je vais les prendre. Comme ça, elle va vraiment voir que je suis vraiment en souffrance, peut-être. Peut-être, si elle voit que les médicaments ne font pas effet, peut-être qu'ils finiront par procéder au curetage que je réclame depuis des heures. Et en plus, j'ai vraiment besoin de ce curetage parce que, en fait, pendant le curetage, la gynéco doit récupérer le placenta pour pouvoir faire une analyse génétique. Parce que, Oui. très probablement, l'holoproencéphalie, la malformation du cerveau, elle est génétique, très probablement. Sauf qu'on a besoin du placenta pour faire cette analyse génétique. Et moi, j'en ai besoin. On a besoin pour notre avenir, littéralement. Là, c'est notre vie qui. C'est pas notre vie au sens de notre vie qui est en jeu, on vit ou on meurt, mais par contre, c'est notre avenir qui est en jeu, quoi. Et donc, du coup, je la supplie. Je lui dis que je ne peux pas expulser toute seule dans cette chambre, ou dans les toilettes, ou dans la douche, ou je ne sais où, parce que dans tous les cas, le placenta sera inutilisable et que j'en ai besoin pour faire l'analyse génétique. Et en fait, je me dis que peut-être, du coup, si c'est pas la douleur qui parle, mais la raison médicale, peut-être que ça leur parlera un peu plus. Pas du tout. Et elle me dit, je sais, mais vous n'êtes pas en train d'expulser, vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Il faut tenir jusqu'à 7h30, le temps que la gynéco arrive et que procède à l'opération. Et puis, euh, et puis du coup, elle me met donc ce Doliprane à 4 heures du matin, qui fait absolument pas effet, mais je le savais, hein, j'étais dans une telle souffrance, j'étais en travail, donc c'est pas du Doliprane qui va m'aider. Oui. Elle me met la solution de réhydratation, c'est pareil.
Et puis, elle finit par me proposer du space-fond. Allons-y. Elle me met du space-fond. Et puis, étrangement, au moment où elle me met le space-fond, il se passe un petit quart d'heure après. Et effectivement, là, il se passe quelque chose. Je me sens moins douloureuse. En tout cas, je peux aller, ne serait-ce que dans mon lit. Et là, c'est le moment où j'arrive à avoir quelques forces pour demander à ma maman d'aller me chercher de quoi m'habiller. Parce qu'en fait, du coup, depuis 2 heures du matin, moi, j'ai plus rien. Personne ne m'a proposé quoi que ce soit. Ma mère est allée chercher au bureau infirmier une culotte lavable, une culotte jetable qu'ils m'ont gentiment prêtée. Mais alors, personne ne m'a proposé ne serait-ce qu'un truc pour me couvrir, alors que moi, j'ai plus de vêtements, j'ai plus rien. Enfin bref, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'humanité. Mais bon, parce que je me sentais humiliée à ce moment-là. J'étais en train de me vider de mon sang, personne m'écoute, je suis à poil. Enfin bref. Oui. Et puis, à ce moment-là, du coup, je dis à ma maman d'aller me... Je vais un peu mieux, je peux retourner dans mon lit et je lui demande d'aller donc dans ma chambre, initialement là-haut, pour me récupérer au moins une culotte et un jogging pour pouvoir au moins m'habiller. Elle y va. Et puis, quand elle revient, je me sens vraiment mieux. J'ai encore mal, mais ça n'a rien à voir. Et je lui dis, écoute, je vais profiter que le space-fond fasse effet. Je lui dis, bah voilà, je pensais vraiment pas que le space-fond marcherait comme ça. Je dis, je vais en profiter, je vais aller prendre ma douche parce qu'il fallait que je fasse la douche totale avant mon anesthésie. Je dis, je vais en profiter de l'effet maximum parce qu'il est 4h30 du matin. Vu que je me fais opérer à 7h30, ils vont pas m'en réinjecter, donc je vais pas attendre 7 heures pour aller prendre ma douche, quoi. Parce que l'effet du space-fond se sera peut-être estompé. Donc du coup, je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux, etc. en vue de mon opération. Et je vais profiter de ce moment-là. Et donc j'y vais. Et en fait, j'ai quand même mal. Donc pour prendre ma douche, je m'assois sur le toilette. Et je suis en train de me laver et je suis tellement épuisée et j'ai mal au ventre que lever les bras pour me laver la tête, c'est douloureux. Donc je finis par demander à ma maman de venir me laver les cheveux. Pendant qu'elle me lave les cheveux, je suis donc sur le toilette assise et je sens que je perds 2 énormes caillots. Donc j'en ai perdu énormément des caillots avant, mais là je sens que c'est pas les mêmes. À tel point que pour la première fois de toute la nuit, de tout ce que j'ai perdu, parce que j'en ai perdu énormément dans la douche, dans la chambre, enfin bref, partout, j'ai incendié la chambre. Pour la première fois, là, je veux pas regarder ce qu'il y a dans le fond du toilette. Parce que, entre mon état général, la douleur qui s'est estompée, et ce que je viens de ressentir dans mon corps, je sais pertinemment que ce qui vient de tomber de moi, c'est juste l'expulsion. C'est le fœtus, puis le placenta. Et donc, à ce moment-là, je dis rien à ma mère. Ma mère continue de me laver les cheveux, elle me rince la tête. J'arrive à me laver le corps, je me sèche. Ma mère me laisse finir de m'habiller, elle retourne dans la chambre et à un moment donné, mes yeux sont naturellement attirés par le toilette. Sauf que vu que j'ai pris ma douche sur le toilette, toute l'eau est tombée, ça a fait effet chasse d'eau, il n'y a plus rien dans le toilette. Donc je n'ai aucune preuve que je viens de perdre quoi que ce soit et j'ai aucune preuve de ce que je viens de perdre. Et puis je sors de la douche et là ma mère me regarde. Je suis droite, alors que depuis le début de la nuit, je ne tiens pas debout ni droite. Je suis droite, j'ai une mine beaucoup mieux et je me sens mieux, comme si j'avais expulsé, quoi. Et je lui dis, écoute, je crois pas que c'est le poisson qui passait fait, c'est que j'ai expulsé. Et je lui explique. Je lui dis quand on était dans la douche, machin, sur le toilette, j'ai perdu 2 trucs, je te l'ai pas dit, mais voilà. Et je lui dis, je suis sûre que c'était ça. Et elle me regarde et elle me dit, bah, vu ton état, il y a de grandes chances. Et là, ma mère rentre un peu dans une colère en me disant, tu vois, ils t'ont pas écouté, toute la nuit on leur a dit, comment on va faire pour l'analyse génétique, comment tu vas faire, et puis t'étais pas censé subir cette douleur, ils auraient dû t'écouter, bref, elle est très en colère. Moi, je suis juste en train de me dire que si je peux éviter une anesthésie générale, autant le faire. Sauf que ma gynéco arrive à 7h30, moi je serai déjà au bloc anesthésie en fait quand elle arrive, et donc du coup, je vais voir les sages-femmes et je leur dis, il faut prévenir le bloc. Je crois que j'ai perdu. Faire une écho peut-être avant de procéder au curetage, parce qu'on va pas faire un curetage pour rien. Elle prévient le bloc, 7 heures, donc entre-temps, moi, je me repose. J'arrive pas à dormir parce que je suis submergée d'émotions de ce qui vient de se passer. Je sais très bien qu'il n'y a plus de bébé dans mon ventre à ce moment-là, même si j'en ai pas la certitude. C'est le moment pour pouvoir débriefer à mon conjoint, parce qu'en fait, depuis toute cette nuit, mon téléphone, il est bien loin de moi, tellement je suis dans la souffrance. Donc lui, il sait pas du tout ce qui vient de se passer.
Je lui explique tout, voilà, il m'envoie son soutien en même temps et puis, je prends des nouvelles de ma fille et puis voilà et puis 7 heures arrive, on vient me chercher pour aller au bloc et l'infirmière de bloc qui vient me chercher, me dit qu'elle a été mise au courant de ce qui s'est passé et elle me dit: «On va quand même procéder au curetage pour enlever le reste s'il en reste». Donc elle me dit, «La gynéco vous dira, après si vous aviez bien expulsé, mais on va faire quand même l'opération». Donc OK, on va au bloc et cetera. Tout se passe Oui, bien. toi, tu baissé les bras à ce moment-là. Tu es Oui, épuisée, sous le choc et de toute ah oui façon et puis faites-moi dormir. oui. Très honnêtement, à ce moment-là, j'en suis à ce stade. Si c'est le seul moyen pour dormir, faites-moi dormir et puis je suis tellement triste à ce moment-là. Je suis tellement triste. C'est terrible. Je suis dans une tristesse, je sais qu'il y a plus rien là et en plus je me sens, humiliée, d'aller chercher la sage-femme dans son bureau pour lui dire que j'avais expulsé. Je me sentais honteuse de l'état dans lequel elle m'avait vue toute la nuit. Donc là, j'y allais avec une toute autre posture parce que j'étais, «redevenue moi-même» entre guillemets. J'étais douchée, j'étais debout, j'étais bien, j'étais plus, dans la colère, dans la douleur et cetera et en fait, il y a eu ce truc de me dire: «Ah, dans l'état qu'elle m'a vue cette nuit, j'avais honte». Oui. Alors qu'en fait, j'avais pas à avoir honte, mais elles m'ont tellement fait comprendre toute la nuit que: «Non, il y a rien, laisse-nous tranquilles un peu, quoi». À un moment donné, quand elles m'ont posé la perf de Doliprane et de Spasfon, enfin, faut quand même se dire que du coup, j'ai dû retourner dans mon lit alors que c'était une posture qui était insoutenable pour moi. Je suis retournée dans mon lit pour qu'elle puisse me faire la perf. La sage-femme qui s'est occupée de moi toute la nuit, celle qui était plutôt sympa, plutôt bienveillante, qui a fait de son mieux avec ce qu'on lui proposait comme moyen, elle a pas réussi à me poser la perf, donc du coup, elle a appelé sa collègue, celle qui a été hyper désagréable à un moment donné là. Elle est revenue et elle me tient le poignet et là, je lui dis: «Attendez, il y a une contraction qui arrive». Je suis submergée, de tout mon corps par la douleur et je lui dis: «Attendez s'il vous plaît avant de poser la perf que la contraction passe». J'ai la mère de ma main dans la main de ma mère pardon, dans la main gauche. Je lui serre, la main pour essayer de faire passer ça et j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal et je gère une contraction quoi. Enfin, je pense que toutes les femmes qui ont eu des contractions, savent, ce qui s'est passé à ce moment-là et elle est en train de me tenir le poignet et essayer de me poser la perf et je lui demande d'attendre et c'est ma mère, je crois, qui a dû lui dire: «Vous pouvez attendre?» Juste au moins que, Oui. Oui, parce que pour elle, c'est pas des contractions, du coup, non, je c'est sais pas, pas la pour peine elle, ce que d'attendre. c'était ou je sais pas si c'est qu'elle avait un certain âge et du coup qu'elle a vu tellement de femmes avoir des contractions que ça n'a plus de sens pour elle, enfin j'en sais rien, mais j'ai dû lui enlever de force, mon poignet pour qu'elle, me foute la paix, quoi Mmh. et elle a soupiré, comme si j'étais relou, bref, elle était vraiment, et après donc elle m'a posé la perf et voilà, mais c'est vrai que cette femme a été, très désagréable. Enfin, c'est vraiment et comme elles m'ont fait croire du coup toute la nuit que j'avais été relou, du coup j'avais honte. Alors qu'au final, il y a aucune honte à avoir de ce qui s'est passé, mais sur le coup, voilà, en fin d'événement, bref. Donc Si, je pense qu'il y a de la honte à avoir, mais pas de toi. Je pense qu'elles devraient plus avoir honte de leur comportement et de t'avoir laissé dans ton coin toute seule à gérer ça, que toi d'avoir honte. Ça, c'est évident que c'est pas à toi d'avoir honte, mais elles, il y a un gros problème, quoi. bah, la sage-femme, sympa, on va dire, elle, quand elle a compris que j'avais expulsé, quand je suis allée la chercher et cetera, que je lui ai dit: «Faut prévenir le bloc, machin truc», elle a vu mon état et mon état, bah, voilà, c'est l'état d'une femme qui vient d'accoucher, sans péridurale. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, quoi et donc du coup, quand je lui ai dit: «Je crois que j'ai expulsé» et cetera, ses yeux m'ont fait comprendre que j'avais probablement raison, même si on ne peut pas en avoir confirmation et quand je suis partie pour le bloc, elle est venue me voir et elle s'est assise devant moi et elle m'a dit: «Vous avez été super forte, franchement, vous êtes une guerrière» et tout. Elle a eu plein de mots sympas et j'ai senti qu'il y avait, de la désolation aussi. Elle était désolée Oui. que ça se soit passé comme ça. Donc voilà, après l'autre, pas du tout, mais elle, en tout cas, j'ai senti qu'elle était plutôt désolée que ça se soit passé comme ça, bon voilà, elle a fait, elle, ce qu'elle a pu avec les moyens qu'on lui a donnés, mais bon.
Donc, du coup, effectivement, je suis partie au bloc et puis, donc on a procédé au curetage. Enfin, moi, voilà, j'ai été anesthésiée, j'ai rien senti, rien vu. Je me suis réveillée en salle de réveil et en fait, en salle de réveil, c'est-à-dire que là, dans ma tête, quoi qu'il se soit passé dans la nuit, c'est-à-dire que dans ma tête, j'étais convaincue d'avoir expulsé, mais jusqu'à maintenant, j'en avais pas la confirmation visuelle, médicale, échographique. Là, quoi qu'il se soit passé dans la nuit, dans tous les cas, le curetage avait été fait. Donc, dans tous les cas, là, il y avait plus de bébé dans mon ventre. Et du coup, en me réveillant, j'ai été mais submergée par une émotion tellement forte de tristesse. Je me suis réveillée, j'ai fondu en larmes. Du coup, il y a une infirmière, je crois, qui est venue me voir, prendre mes constantes, etc. On m'avait déjà désintubée, etc. Et je lui dis, donc là, il n'y a plus de bébé dans mon ventre. Et elle m'a pris les mains fort, elle m'a dit, je suis désolée. Et voilà, ah, je suis désolée. C'est normal. Et donc, du coup, là, j'ai pleuré, mais tellement pleuré de me dire que là, quoi qu'il arrive, il n'y avait plus de bébé dans mon ventre. J'ai tellement pleuré, enfin, normalement, je suis assez pudique là-dessus. Et là, j'ai tellement pleuré que on était en rang, plusieurs personnes qui sortaient d'opérations diverses. Et il y avait deux femmes autour de moi, une à ma droite, une à ma gauche. Et les deux ont été tellement. Il y en a une qui m'a dit, vous êtes une guerrière, alors que je pense qu'elle savait même pas ce qui se passait. Parce qu'elle, voilà, elle ne sait pas pourquoi je suis opérée, tout comme je ne sais pas d'où elle venait. Et la femme à ma droite, elle m'a tendu sa main alors qu'on ne se touchait pas, comme si elle voulait me tenir la main pour me soutenir. Enfin, j'ai été très touchée par cette sororité qu'il y a eu à ce moment-là, parce que ces femmes-là, elles ne savaient pas ce qui se passait pour moi, elles ont juste été comme elles pouvaient, hyper soutenantes. Et enfin, c'était un très joli moment et en même temps très très douloureux, mais moi j'ai été hyper touchée par ça. Et donc, du coup, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ça a duré très, très longtemps. Ça a duré, je sais pas combien de temps, parce que on m'a dit qu'il fallait que je reste une demi-heure avant de retourner dans ma chambre. Et donc, du coup, j'ai pleuré jusqu'à mon retour en chambre. Donc, je pense que ça a dû durer au moins ce temps-là. Et donc, du coup, je suis rentrée dans ma chambre. Mon conjoint était là. Je lui ai tout raconté à nouveau, parce que par message, c'était pas pareil. Et puis, voilà, la matinée s'est passée. À la fin de matinée, j'ai été, voilà, très très submergée. Ma gynéco est venue. Elle m'a confirmé que j'avais donc bien expulsé, ce qui m'a fait du bien. Parce que je me suis dit, ok, cette nuit, tout ce qui s'est passé, c'était pas de l'angoisse. Oui, c'était pas rien. Voilà. Parce que ça, c'est affreux. Quand on est quelqu'un, enfin, moi, j'ai un trouble anxieux généralisé et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on met sur le compte de l'angoisse. Et là, je savais que ce n'était pas de l'angoisse. Ça m'a fait du bien de l'entendre. Ça changeait rien ce qui s'était passé. Et ça m'a fait du bien d'entendre que, bah oui, c'était pas de l'angoisse, c'était bel et bien un ressenti de femme qui est en train d'accoucher, quoi. Donc voilà, donc du coup, je lui ai dit, mais du coup, comment vous avez fait pour l'analyse génétique, machin? Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, j'ai pu récupérer quelques villosités. On attend les résultats de l'analyse pour voir si ça suffit. Elle m'a dit, je pense que oui. Normalement, il y en a suffisamment pour pouvoir faire l'analyse génétique. Euh, et donc, du coup, elle me demande de passer à son cabinet qui est au rez-de-chaussée de l'hôpital avant de partir, vérifier s'il ne reste pas des restes de placenta ou autre avant de partir. Donc, j'y passe. Et puis, et puis, et puis on part. Et Le là, même encore une jour, fois, du coup, c'est la même journée. ouais, le même Ouais. jour. Et donc là, pareil, on rentre, je monte dans la voiture, mon conjoint conduit et à nouveau, je suis submergée. À nouveau, je suis submergée parce que je rentre avec cette idée, j'ai le ventre vide. Il n'y a plus de bébé dans mon ventre. Oui. Et c'est affreux pour moi. C'est affreux pour plein de raisons. C'est affreux parce que la veille, il y avait encore un bébé dans mon ventre. C'est affreux parce que 7 jours plus tôt, 7 jours plus tôt, j'avais pas de problème. 7 jours plus tôt, j'allais bien. Je ne le savais pas que j'étais enceinte. Donc, du coup, je ne savais pas non plus qu'il y avait une malformation. Donc, du coup, entre guillemets, j'allais bien. Et donc, du coup, j'ai pris conscience là qu'en une semaine, ma vie avait basculé éternellement. La nuit que je venais de passer, elle était traumatique pour moi. Je la vivais en boucle. Depuis que j'étais réveillée, c'était que ça. Comment c'est possible qu'on m'ait traité de la sorte? Comment c'est possible d'avoir souffert autant? Comment c'est possible de m'être retrouvée à me vider de mon sang sur le sol et que
personne prenne ça au sérieux. Comment c'est possible que le gynéco vienne pas me voir un seul instant? Comment tout est possible? J'étais en boucle là-dessus et et donc du coup, je suis rentrée chez moi en boucle, en boucle, en boucle, en me disant que je ne me remettrai jamais de ça et voilà, ça a été la fin d'une semaine, d'enfer, qui n'était en réalité pas terminée parce qu'émotionnellement, il y a encore plein de choses à guérir, mais en gros, là, c'était la fin physiquement d'une étape et pour moi, c'était terrible que ce soit terminé. C'était affreux. Oui. En fait, on n'a pas envie que ça se termine malgré tout. Même si c'est une décision qu'on a prise de mettre fin à cette grossesse pour des raisons médicales et que de toute façon, il y aura pas de bébé à l'issue parce qu'il est en mauvaise santé. Enfin, c'est un bébé qui n'a pas de crâne et pas de cerveau, donc à un moment donné, il y aurait pas eu de bébé. Ben, en réalité, c'est affreux de repartir sans bébé, quoi. Oui, c'est sûr. Donc voilà et donc du coup, après, je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé ma fille, qui a été, 90 du traitement pour aller mieux et puis voilà. Ouais. Et donc ça fait 2 mois, un peu moins de 2 mois. Ouais. Comment tu te sens maintenant? Enfin, est-ce que tu arrives à, je vais pas dire passer à autre chose parce que c'est clairement pas le mot, mais à avancer? Oui, ouais, ouais, parce que, alors déjà, je suis sortie de l'hôpital, le mardi et le jeudi, j'étais chez une psy, OK. parce que je suis quelqu'un qui va vite. Le lendemain, le mercredi, j'ai posté mon histoire, sur, mes réseaux sociaux. Normalement, mes réseaux me servent, alors déjà pas énormément, puis pour des moments de vie, puis je suis en privé, bref. Donc voilà et là, pour la première fois, j'avais un besoin viscéral que mon histoire soit connue, comme si j'avais besoin qu'on sache, premièrement, la souffrance par laquelle j'étais passée, mais à la rigueur, c'était un détail. J'avais besoin qu'on sache qu'il y avait ce bébé qui avait existé. Je Ouais. ne sais pas comment expliquer à quel point c'était viscéral, qu'on qu'on sache par quoi je viens de passer. Je l'explique pas du tout parce que c'est pas du tout dans mon tempérament. Je partage pas énormément sur les réseaux. Enfin, je partage du futile, quoi. Je partage, un resto, je suis contente d'avoir Oui, comme mangé. tout le monde, Voilà, quoi. voilà. Donc là, c'était, je sais pas pourquoi, mais ça a été viscéral d'écrire mon histoire déjà, puis de la partager et en fait, en la partageant, j'ai reçu une vague, mais une vague d'amour à laquelle je m'attendais pas. Je pareil sur mes réseaux, j'ai pas énormément de likes, j'ai pas énormément de commentaires, j'ai pas énormément de contacts avec les gens sur les réseaux et là, j'ai reçu tellement, que je m'y attendais pas et ça m'a aidé beaucoup déjà, 24 heures après. Ouais. Et puis parmi ces messages, il y a eu en fait des femmes qui ont vécu la même chose que moi ou qui ont vécu une partie de mon histoire. Donc, par exemple, certaines ont vécu des accouchements traumatiques, d'autres ont déjà vécu l'IMG, d'autres ont vécu des fausses couches. Donc malgré tout, tout ça se regroupe un petit peu. Et du coup, il y a eu plusieurs femmes qui m'ont conseillé, 3, qui m'ont conseillé de faire de l'EMDR, qui est une technique en psy pour gérer les traumas. Et donc, du coup, Mmh. j'ai pris tout de suite rendez-vous pour ça. Et en fait, j'avais pris rendez-vous au premier rendez-vous possible, c'était 3 semaines plus tard. Et puis, il y a un créneau qui s'est libéré le jeudi sur lequel j'ai bondi. Et donc, du coup, 2 jours après, j'étais chez une psy. Parce que je suis pas du genre à laisser les choses. Voilà, j'avais envie, moi, d'avancer. Ça veut pas dire que j'ai envie d'oublier, j'oublierai jamais. Mais j'avais envie de Mmh. pouvoir continuer à avancer pour moi, pour ma famille et puis bah, pour ma fille aussi, quoi. Oui, forcément. Donc du coup, oui, il y a eu ça, pendant, je pense 1 semaine, j'ai été en boucle. C'est-à-dire que je ne pensais qu'à ça, je ne parlais que de ça. Il y avait rien d'autre qui comptait. Heu, il y avait rien d'autre qui existait que ça. J'étais en boucle, en boucle, en boucle et j'étais en boucle principalement sur, la nuit qui s'était passée à l'hôpital. C'est-à-dire, la douleur, l'expulsion, le traitement du personnel médical et cetera et cetera. J'étais vraiment en boucle là-dessus parce que cette douleur, cette souffrance que j'ai vécue, j'arrivais pas du tout à la digérer. Et puis, on m'avait prévenu que le temps ferait son travail et effectivement, au bout d'une semaine déjà, je sentais que je commençais à digérer. J'ai mis 1 semaine à ce que ce soit vraiment à vif et après j'ai commencé à pouvoir parler d'autres choses, à pouvoir, heu, ne pas en rêver la nuit, voilà, vraiment, digérer et puis, bah, après effectivement le temps a fait le reste. Puis donc très vite, j'ai fait ma première séance de MDR.
parce que ma première séance, c'était pour expliquer un peu le contexte. Une semaine et demie après, je faisais donc ma première séance de MDR. Je me suis rendu compte que ça m'avait vachement aidé. Et puis, après, moi, j'en parle beaucoup autour de moi. Donc ça m'a aidé. Oui. C'est pas tabou pour moi, c'est pas secret, c'est pas tabou. Donc du coup, bah voilà, les gens autour de moi, dans ma famille, etc., savent ce qui s'est passé et j'ai pas eu peur de le raconter et je pense que ça fait aussi partie de ma guérison. Il y a ma fille aussi qui m'apporte énormément de joie, donc du coup, ça me permet aussi de penser à autre chose et puis de me rendre compte que la vie continue. Et puis je continue le MDR. J'ai aussi fait en parallèle 3 séances chez la psy de la clinique. Où j'ai pu juste là parler, 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 parce qu'en EMDR, c'est un peu différent. Donc là, au moins, ça m'a permis de faire ça en parallèle. Euh, Puis voilà, je mets plein de choses en place. Je suis allée voir l'ostéo parce que j'avais des douleurs aussi au niveau du bassin. Donc voilà. Euh, et puis voilà, on avance un pas après l'autre et une journée après l'autre. Ouais. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ces deux expériences et surtout cette dernière expérience. Voilà, je pense que ça va faire du bien parce que t'es pas la seule à le vivre et c'est malheureux, mais ça doit être la vérité. Et comme tu as déjà eu de ton de ton compte Instagram des retours, donc forcément sur l'échelle de la France, il y a forcément beaucoup de personnes qui ont vécu comme toi. Et le fait bah, de l'entendre, de savoir qu'on n'est pas seul, bah, je pense que c'est Ouais, super important et ça va faire beaucoup de bien. bon, bah merci à toi. Le conseil, moi, vraiment, le truc qui m'a le plus aidé, c'est de pas le garder pour soi. Ouais. Vraiment, c'est déjà pour pouvoir en parler, pas l'enterrer dans son propre corps et puis en parler, on se rend compte aussi que ben, on n'est vraiment pas seul, quoi. Moi, je pensais être la seule de tout mon entourage à avoir vécu ça et en fait, en le partageant sur les réseaux, je me suis rendu compte que j'ai une amie de primaire qui l'a vécu, une fille du lycée, les fausses couches, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Enfin voilà, c'est des choses. Finalement, on n'est pas seul et mine de rien, ça aide de ne pas être seul. Sûr. Et puis en plus, les gens partagent aussi leur retour et comment ils ont guéri. Oui, et ça peut aider Le aussi. MDR, moi, je ne connaissais pas. Donc, si j'avais pas eu ces retours de ces 3 personnes qui m'ont conseillé de faire ça, j'aurais peut-être fait autre chose, hein, mais en tout cas, j'aurais peut-être pas fait ça. Donc c'est cool. Et puis, ouais, pas hésiter à en parler, à pas garder ça pour soi. Et puis moi aussi, ça a été de... Enfin, ma maman, cette nuit-là, quoi. D'avoir ma mère auprès de moi. Je sais que dans l'inconscient général, ça aurait été plus logique que ce soit mon conjoint qui soit avec moi. En réalité, j'ai aucun regret à ce que ce soit ma maman qui m'a accompagnée. Avoir sa mère, quand on est proche d'elle, évidemment, hein, mais moi, je suis proche de ma maman. C'est celle qui m'a donné naissance. Elle m'a vue dans tous mes états durant toute ma vie parce que c'est ma mère. Donc, il n'y a pas de honte avec sa maman. Donc, ne pas avoir honte de se faire accompagner par euh, sa maman si c'est nécessaire. Ça aurait pu être ma sœur. Euh, Si c'est plus confortable à ce moment-là, je pense que il faut se passer en premier à ce moment-là. Moi, Mm. évidemment, si mon conjoint avait été dispo, s'il n'y avait pas eu ma fille, ça aurait été lui, etc. Là, en l'occurrence, ça s'est fait comme ça. Mais en réalité, avec le recul, aucun regret à ce que ce soit ma maman. C'est ma maman qui m'a tenu la main quand j'étais dans la souffrance la plus affreuse de ma vie. Et quand on est dans la souffrance, on appelle sa maman, quoi. Donc, je Oui. pense que se faire passer en premier et son ressenti en premier, c'est hyper important. Et s'il faut que ce soit maman plutôt que chérie qui vient nous accompagner, et bah pourquoi pas. Voilà, essayer Mm. un peu de sortir des sentiers battus. Et voilà, moi, c'est vraiment les conseils que je peux donner, c'est ça, quoi. C'est de s'écouter. À ce moment-là, malheureusement, même si papa, il vit la chose aussi, il la vit différemment. Donc, je pense que là, il faut se passer en priorité, en premier. Si on a besoin d'être accompagné, se faire accompagner et se faire accompagner par la personne qu'on a envie, quoi. Oui. C'est vrai que c'est un très bon conseil aussi à partager. Donc voilà. Merci à Eh toi. ben, merci encore à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide
pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.